Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la Galette des Rois. Aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet peut-on encore débattre en France? Mais avant tout, je vais vous présenter le concept de cette émission. Autour de moi, j'ai réuni des personnes de différentes sensibilités politiques et de sociologies différentes afin de débattre paisiblement, c'est le mot le plus important, paisiblement, autour d'un sujet. Le principe de la galette des rois, c'est un peu une réunion familiale, une réunion de personnes qui s'apprécient un minimum pour partager un repas ensemble. Et c'est un peu l'esprit que j'avais envie de traduire dans cette émission. J'ai donc rassemblé ces gens-là autour de moi. J'en ai quelques-uns parmi tout un panel de personnes à qui j'ai proposé de participer à l'émission, qui sont là aujourd'hui, mais qui seront possiblement pas là à la prochaine émission, qui reviendront. J'ai un pool. J'ai un pool de personnalités qui peuvent intervenir. Donc aujourd'hui c'est une première, c'est un pilote, ce n'est pas parfait. J'ai tenu à enregistrer cette introduction après puisqu'on a eu quelques contretemps au niveau de la disponibilité de certaines personnes et du coup j'ai voulu entamer directement l'émission. Donc vous aurez deux personnes qui partiront avant la fin de l'émission pendant le débat malheureusement, qui nous ont quand même honorés de leur présence et de leur vision des choses. Aujourd'hui, nous avons Pépé, numéro 60, Ikea, Makelele, Reichenbach et moi-même, votre serviteur Renta, pour parler de ce sujet qui est peut-on encore débattre en France? Donc je vous laisse avec le podcast. Aujourd'hui, on s'est réunis autour de cette galette des rois pour discuter autour du sujet de peut-on encore débattre en France? Donc, l'hystérisation du débat sur certaines questions sensibles telles que l'immigration, le changement climatique, la place de l'islam en France ou encore présentement le coronavirus est-elle surmontable? Est-ce que vous pensez que on peut avoir des débats posés en parlant de ces questions ou est-ce qu'elles vont toujours partir dans une hystérie collective? Alors, moi, la question, la première, moi, j'ai juste une question pour vous tous, hein. C'est quoi l'hystérisation, c'est quoi? Oui, je rebondis aussi sur ça. Est-ce que même c'est pertinent d'utiliser le mot hystérisation en 2020? Alors, on le voit totalement avec des gens qui ont des réactions C'est totalement assez très connoté comme terme hystérisation. Et ça ne, et Parce puis, que, on parce voit que la pas vraiment à psychanalyse, quelque chose d'intellectuel, quoi. on pourrait, la on peut, psychanalyse, ça n'existe plus, hein. bah, on pourrait prendre tout simplement l'exemple de l'émission de Pascal Pro. Il avait reçu, c'était une élue des Verts, je crois, qui parlait justement du changement climatique. Et d'un côté comme de l'autre, ils ont tous eu des comportements pitoyables en fait. Ça criait, ça s'insultait, ça ricanait bêtement. Enfin, au Ouais, final, ils ont pas parlé. Il n'y a pas eu de débat de fond. dans ce cas Oui, concret, c'est c'est fait exprès pour faire ce genre de conneries, quoi. de un et de 2, c'est de la polarisation de position. Mais Si je peux dire, mais en gros, c'était Claire Nouvian, je crois, qui était chez Pascal Pro. En fait, il y avait Elisabeth Lévy qui ironisait un peu, qui ricanait sur son discours. Et là, elle a pété un câble. Elle a dit: Mais on est en 2020, mais comment vous osez parler comme ça? On ne peut pas être climato-sceptique aujourd'hui, etc. Comme si c'était religieux, quoi. Et donc, Ouais. il n'y a pas eu de débat possible. Pascal, elle avait une position fermé. scientifique. Bah, le problème, c'est que c'était autour d'une table et quand Elisabeth Lévy a essayé de parler, elle n'a pas vraiment pu s'exprimer parce qu'il y a eu un refus de pluralité idéologique de la part de Claire Nouvian, qui était, elle, détentrice de la vérité absolue, la volonté divine. C'était comme si, en fait, il y avait un débat entre un islamiste et un républicain, quoi. Donc, c'est impossible. À partir du moment où il y a un dogme et une idéologie, et qu'on est dans le camp du bien contre le camp du mal, quel que soit le côté, tu vois. Je dis pas que c'est de gauche ou droite, c'est quelqu'un qui est idéologisé ou qui est religieux à fond ne peut pas accepter un avis contraire. Donc il n'y a pas de débat possible dans ce cas-là. C'est le cas de beaucoup de gens de gauche, pas tous, mais moi je constate que c'est plutôt à gauche qu'à droite, ce côté-là. Mais en tout Ah cas, non, oh non, 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 le non, non, mot non, je suis pas. religieux est intéressant. Le mot religieux Ah est non. utilisé et Il y a une religion, ouais. Il y intéressant. a une Je religion, je ça sais plus qui, s'appartient. il l'avait dit, mais que réellement le débat, le débat est devenu presque religieux sur chaque idée, et donc la religion,
c'est pas un truc qui implique une remise en question en fait de ses principes. Donc tu peux les réinterpréter, mais tu peux pas les remettre en question. Et à partir du moment où on est on est avec deux religions, chacune sur leur position qui s'affrontent, il n'y a aucun moyen qu'ils arrivent à quelque chose Mais une réinterprétation, d'autre, c'est parce déjà que une remise en ça question. voudrait dire remettre en question leur point de vue, et ça détruit en fait leur point de vue s'ils se remettent en question. Voilà, en fait, c'est ça. Pour eux, c'est comme accepter la mort que d'accepter un autre point de vue. Parce que c'est On toute peut- leur vie, toute leur façon de penser est construite sur des dogmes Mais c'est vrai qui doivent qu'en être Exactement. plus de maintenus. religion, on peut aussi parler presque de prophètes, hein. Par exemple, que tu sois pour ou contre Raoult, quand tu vois les commentaires, c'est presque ça, quoi. Mais c'est parce que c'est un Greta prophète. Thunberg, ça marche aussi de la même manière, hein, Greta d'ailleurs. Thunberg. J'allais dire ça, j'allais le dire. Je pensais que tu allais parler de Greta Thunberg, mais ça marche pour Raoult Pareil aussi, aussi, c'est ouais. vrai. How dare Quand tu you? regardes. How dare you! Ça marche Exactement. pour plein de gens qui sont montrés comme des icônes, soit par les réseaux sociaux, soit par les médias mainstream. Et en fait, il y a toujours des porte-étendards qui sont mis en avant exactement comme des icônes ou des prophètes à l'époque. Et quand on parle de religion, je ne parle pas de l'islam, parce que direct, on va voir l'islam en fond de... Je parlais par exemple du communisme stalinien qui a existé, et on a pu voir que les gens qui n'étaient pas d'accord ou dissidents, ou tout simplement qui n'étaient pas à fond avec l'idéologie imposée, ils étaient mis au banc, quoi. Ils étaient mis de côté. C'était comme des koufars, entre guillemets. C'est normal, C'était monsieur, des moins que rien. c'est des Et sociotraites. ça, c'est valable dans Il faut tous s'en les débarrasser systèmes. de ces gens-là. Dans tous les systèmes où il y a une doxa, des dogmes et des valeurs à respecter. En ce moment, on parle beaucoup des valeurs de la République. Tous les gens qui n'adhèrent pas froidement à tout ça sont mis au banc et on parlait tout à l'heure de la censure en off. Ils sont vus comme des gens de mauvaise foi ou des débiles. Voilà. Ça, c'est le facho, par exemple. Est-ce que vous pensez Voilà. qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de surmontable? Est-ce qu'on peut sortir de ça? Parce que j'ai le sentiment, peut-être vous pouvez me contredire, mais qu'on a une plus grosse présence sur plein de sujets clivants, mais de plus en plus, justement, ce schéma-là de sacrer autour de leur opinion, tu vois. Alors, pour le coup, je pourrais répondre d'une manière simple. On a une solution, hein. Mais le problème, c'est que cette solution, elle implique quelque chose qui est une forme d'intelligence tolérante où on a une certaine forme d'empathie dans le débat. En fait, l'idée, c'est toujours de comprendre que les gens ne sont pas arrivés au point de vue dans lesquels ils sont pour rien. En fait, il y a des événements qui font les choses et parfois, même si on ne considère pas le résultat comme étant quelque chose de valide nous-mêmes, on a une certaine forme d'empathie qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi ils pensent comme ça et de comprendre l'architecture de la pensée. En fait, quelque part, il faut sortir de la pensée doctrinale quand on pense quelque chose et se dire que toujours, il y aura quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec nous et qui aura sans doute une bonne raison, peut-être, mais en moins, ça serait bien de l'entendre, de ne pas être d'accord avec nous. Ouais, Exactement. En fait, je pense pour débattre, il faut partir du principe qu'on est prêt, même on serait heureux ou entre guillemets satisfait d'avoir tort. À partir du moment où on est prêt à avoir tort et on est prêt à avoir le sort de mettre en défi l'autre, de nous montrer qu'on a tort, c'est qu'on est prêt à débattre. Il y a très peu de gens, je pense, que ce soit d'un camp ou de l'autre, ou des camps d'ailleurs, qui sont prêts à vraiment débattre plutôt que juste montrer qu'ils ont raison forcément. Mais pour faire ça, il faut déjà définir des règles de, alors je vais dire ça comme ça, mais des règles de puissance en termes d'arguments, parce que souvent dans beaucoup de débats, c'est un qui amène un fait scientifique, une étude scientifique, et t'as ouais mais moi j'ai vécu ça dans un autre côté, ouais mais j'ai vécu ça, ouais mais elle est dans la vraie vie. Bah, en fait, à un moment donné, pour pouvoir changer d'opinion ou pas, changer de truc, il va falloir aussi définir des niveaux de puissance. Enfin, en termes de puissance, vous avez compris l'idée, quoi. Une expérience, une méta-étude, bah, ça vaut plus qu'un témoignage de XY, quoi. oui, Pas non, d'accord. je suis pas convaincu. Non, je suis pas d'accord du Ah, tout. Vouloir ah me bah mettre des ouais. règles à et partir des de, idées, ah c'est bah, déjà... non, Hier, à partir de ce point-là, à partir du moment où tu dis ouais, je suis pas d'accord, à partir du moment où tu dis t'es pas d'accord, mais en fait, je peux dire tout ce que tu vas me dire, je peux dire ouais, mais moi j'ai ma vie expérience, j'ai mon truc. Tu me dis que c'est comme retourner par exemple sur la Terre, sur la notion de la Terre est plate.
Si je t'amène tous les arguments scientifiques et que tu dis, ouais, mais non, moi, quand je regarde l'horizon, je vois la Terre est plate, en fait, et que tu me Non, dis, mais et que c'est tu me clair. dis et que tu me dis que c'est équivaut, oui, Non, en fait, ça dépend tu des vas jamais. sujets. En fait, sur Bah Mais là, des tous, sujets là, scientifiques, là, sur des sujets scientifiques tu purs, hiérarchises les idées, quoi. sur des mais, sujets de sciences humaines, un point de vue subjectif a une valeur qu'il ne peut pas avoir sur des questions de sciences pures, tu vois. Donc, point de vue subjectif, on parle par exemple des gens dans la rue, ouais, il y a tant de maghrébins, tant de machins, tant de personnes, c'est des stigmates, le racisme, etc., peut être ouais. fondé même par une expérience personnelle subjective. Ça a une valeur. Mais si on parle de terre Je plate, dis pas, je dis pas que ça n'a pas de valeur, mais je te dis juste que ça a moins de valeur que le résultat d'une étude sur le racisme. Alors, ça, pour le coup, ouais, je vais répondre sur un truc. En ça fait, dépend qui fait l'étude. faut se baser sur un truc qui est très simple. On n'a pas tous des capacités égales. C'est triste à dire, mais Je suis d'accord. un mec qui dit la Terre est plate aussi, quand il dit la Terre est plate, parce que quand je regarde l'horizon, je vois que c'est plat. Bah, de facto, il aura quand même moins de crédit que la personne qui te sort une étude. Il n'y a pas besoin de sortir une étude d'ailleurs, il y a plein d'éléments historiques qui peuvent le prouver. On peut faire une compilation très rapide des choses qui peuvent prouver que la Terre est ronde. Par exemple, hein, c'était pour suivre dans l'exemple. Mais de la facilité à convaincre, en fait, on considère le débat entre deux individus, mais le débat concerne aussi le spectateur du débat. Et factuellement, on ne peut pas dire que quelqu'un qui sort un fait qui est complètement absurde convaincra plus que quelqu'un qui convainc avec. En fait, on n'a même pas les mêmes capacités à convaincre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très très fort à convaincre que la Terre est plate peut convaincre plus, mais il aura quand même un désavantage factuellement. Oui, oui, c'est Mais sûr, moi, si tu mérites. j'aimerais juste, par rapport à ce débat-là, dire si on fait justement un débat d'idées ou un débat scientifique, parce que c'est deux supports différents aussi pour justifier ces Pas pour arguments. moi. Si, Pas Les deux par, pour sont moi. toujours mêlés. si dans un débat d'idées, comment dire, c'est pas la même chose de dire si la Terre est ronde ou plate, c'est pas un débat, tu vois. Non, mais Comment dire, il y a des trolls et après il y a la science, quoi. Mais si tu fais un débat scientifique où tu Alors, apportes des éléments empiriques, comment dire, tu peux affronter en fonction comment dire, du détail en fait du résultat, alors que dans le débat d'idées, là, c'est plus la manière dont chaque personne va se représenter le monde, va ressentir les choses. Et donc là, ça dépend vraiment de la manière dont les gens sont prêts à accepter ou pas qu'il y a d'autres mondes, il y a d'autres mondes que le leur, quoi. Alors que dans les faits scientifiques, il n'y a pas d'autre vérité scientifique que la vérité scientifique. C'est juste alors, je les me outils permets. utilisés en fait pour atteindre le résultat qui peuvent être différents. Si tu essaies de mesurer quelque chose avec une règle ou tu essaies de le mesurer avec un instrument de haute précision laser, tu vas pas avoir le même résultat. Pourtant, c'est la même vérité scientifique au niveau de la taille du truc, tu vois. C'est Excuse-moi, je me ouais. permets de te couper D'accord. là-dessus parce qu'en fait, tu dis quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais si tu connais l'histoire des sciences, et je pense que tu les connais, tu te rendras compte que la vérité scientifique est toujours le biais d'un débat. Et finalement, la vérité scientifique, elle existe dans l'absolu aujourd'hui parce qu'en fait, on est à un certain point donné sur une ligne temporelle où on dit aujourd'hui la vérité scientifique, c'est ça. Mais en fait, toute Oui, vérité mais scientifique c'est un est débat de sujette fait, à caution. c'est pas un débat d'idées, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est souvent un débat C'est des faits qui s'affrontent Si, c'est souvent un débat c'est d'idées, souvent c'est ça le c'est souvent problème. les outils en fait qui changent au fil du temps, tu vois. Les scientifiques, par exemple, juste par exemple avec la médecine, les remèdes qui s'utilisaient par exemple à l'époque ou les choses qu'ils pensaient connaître, ils les connaissaient juste avec comment dire Bah là, je te dirais sur la médecine, c'est un peu plus fort. le peu qu'ils avaient, mais ils avaient comment dire. Mais c'est la même idée d'ensemble, quoi. Genre le cœur, c'est les outils qui nous ont permis d'analyser comment il fonctionnait, mais on sait ce qu'est le cœur depuis très longtemps, tu vois. Mais pour vraiment, comment dire, le connaître, sa définition a changé en fonction des outils généralement qui ont, comment dire, qui ont pu détailler en fait les mesures, alors que par exemple juste la liberté ou le bien ou le mal en fonction déjà de la région, par exemple, où tu vas aller, de la religion, du temps historique, etc. C'est des choses qui sont très changeantes, quoi.
Et c'est ça, en Oui, fait, mais la science même en soi, ouais, c'est ce que je voulais te dire, c'est que la science même en soi reste uniquement le fruit d'un débat d'idées. En fait, Je peux d'accord, il y a des dire. mmh, d'accord, il y a des choses qui se ouais, prouvent de manière empirique, mais leur explication, elle, n'est que le résultat d'un débat d'idées et d'une conclusion d'un être humain. Donc, factuellement, oui, tu as raison, il y a une vérité scientifique, mais cette vérité scientifique n'est que le fruit d'une interprétation humaine. bah, Et, après, je vais faire un exemple facile, mais prenons les et maths, par on parle exemple, tu vois? Si on prend oui, juste les maths. les Les maths, mathématiques, oui, mais même les mathématiques, en soi, après moi je suis pas du tout calé en pour La mathématiques, la hein, la 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 comment dire? La voilà. la la manière de compter, si tu veux utiliser des chiffres romains, des chiffres arabes, ou si tu veux utiliser les la manière dont ils comptent les Chinois avec leurs boules, et cetera là, tu vas comment dire? C'est des outils différents, mais tu as toujours le même chiffre, en fait. Il y a toujours les mêmes résultats, c'est juste les manières de l'analyser qui changent. Mais c'est ça, en fait, que je voulais, dire que par rapport à la science, on peut se baser sur quelque chose, comment dire, que tout le monde partage, et tout le monde va essayer comment dire, de s'affronter dans un même espace, en fait. Tout le monde va s'affronter dans un même espace, alors que les idées, c'est des confrontations d'espaces différents, en fait, et des espaces qui, ont leur propre écosystème et qui changent quand ils interagissent avec d'autres espaces, et cetera. Alors que la vérité enfin, je dis la vérité scientifique, c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire comme ça la vérité scientifique, mais tu vois quoi? Que c'est plus, comment dire? Que voilà, que tout évolue dans un même seul espace, quoi. Ouais, C'est il y a l'exemple que je aussi en sors. de la hiérarchisation des arguments en fonction de vérité scientifique ou pas, et cetera. C'est des problèmes, par exemple, dans les débats qui doivent échauffer le plus les Français, c'est par exemple les vaccins. Et parce que si tu dis, que tu es anti-vaccin, par exemple, tu vas dire: «Ah mon Dieu, tu remets en cause, des trucs et cetera et en plus c'est dangereux». Heu et c'est même plus une question de tu es pro-vaccin ou anti-vaccin, c'est juste que ces gens-là, donc au nom de la science, ceux qui veulent vacciner, vont dire aux anti-vaccins, que leur argument n'est pas scientifique. Mais le jour où il y aura une erreur, parce que justement faire des vaccins, il y aura toujours une part d'humain et donc une part possible d'erreur, donc de crise possible, ils vont être complètement, si ça arrive un jour, une crise sanitaire à cause de ça, ils vont complètement être désemparés, ils vont pas savoir que dire, quoi. Alors moi, je vais Oui, te répondre tout de suite, même pour le vaccin, juste parce que tu as fait une aparté, mais factuellement, moi, je ne suis pas vacciné depuis longtemps et j'évite de me faire vacciner pour une simple et bonne raison, c'est que le vaccin, par exemple, de l'hépatite B cause la sclérose en plaques. Il y a une corrélation claire et précise entre. Alors, mon avis à moi, hein, vous avez le droit de pas être du même avis, mais il y a quelques vaccins qui sont fiables, tétanos, rage, enfin, polio, et cetera. Les 3 vaccins obligatoires. Par contre, on n'a clairement pas besoin, à mon sens, d'avoir un pool de 11 vaccins, C'est comme plus c'est en ou train de se faire actuellement. Tu vois, c'est plus ou moins mon avis à moi, mais en fait, mais ce qui est drôle, enfin, c'est drôle. Quand pas de tu regardes corrélation pour la sclérose en plaques et l'hépatite B. Enfin, juste le niveau de corrélation. Le niveau de corrélation, c'est très simple. Il y a énormément de cas de sclérose en plaques qui ont été déclenchés par le vaccin de l'hépatite B qui a été fait dans les. Alors, c'est pas Oui, la version actuelle, hein, mais dans une version qui était au tout début, dans les années 60-70. ça, j'ai bien compris. Oh, bah, ça me dit, donc du coup, ça a été changé. Là, tu parles d'un truc. Donc, en fait, tu parles d'un truc qui a 50 ans, avec une corrélation dont on ne connaît pas la force de la corrélation, parce que pour par exemple, si c'est une corrélation de 0,20, c'est une corrélation modérée, mais si c'est pour 70, oui, là, je te dirais qu'il y a un problème. Ce qui veut dire, c'est que la science peut se tromper et être révisée Oui, comme une l'objectif, science, c'était pas de discuter Oui, du oui. vaccin de la provisoire. sclérose en plaques. En fait, c'était juste pour expliquer qu'un point de vue, à un moment donné, peut être justifié par l'histoire personnelle et un rapport à une réalité, en fait. C'est On est bien d'accord. Là encore, pour rebondir, c'est pas vraiment comment dire, une interprétation personnelle des médecins, c'est juste, comment dire, comment dire, les technologies médicales qu'il y avait il y a 50 ans sont différentes des technologies médicales maintenant, et surtout, il y a surtout avec les médicaments, il y a certains, comment dire, il y a certains effets que tu ne vois pas après longtemps, tu vois? Et donc, tous ces trucs-là, c'était, comment dire, ça a changé par une nécessité technique, en fait, plus que je trouve, par une nécessité intellectuelle, ou une nécessité idéologique, quoi. C'est par rapport à ça, quoi.
Puis par exemple, en fait, le truc, c'est de se dire que tous ces gens qui viennent, on va dire, égratigner ou ébranler une idée qui est censée être une idée absolue, il faut prendre ça comme une chance, quoi. Alors après, faudrait pas non plus Voilà. faudrait pas que ça inonde, on va dire, la truc. Il faut pas qu'il soit plus fort que les autres quand il parle. Mais justement, en fait, moi, ce qui me ferait peur, moi, je pense pas qu'il y ait enfin, je suis pas forcément anti-vaccin ou pro-vaccin, mais enfin, justement, pour en revenir à ça, c'est un moment où il y aura genre les big pharma entre guillemets qui vont faire une connerie, peut-être un jour ou une autre, bah, faudra pas non plus être complètement tombé des nues, quoi. C'est tout. Mais ils en ont fait déjà. En fait, par exemple, il y a comment il s'appelle le médicament qui a été interdit, c'est Mediator. Mediator. le Mediator. Le Mediator est un bon exemple. Voilà, c'est des exemples comme ça qui arrivent à terme. Mais en fait, la majorité des Oui, médicaments mais là, c'est totalement un autre débat. Oui, On bien parle, sûr. Ah là, ouais, on on est parle dans le de, médical, là. Oui, mais oui, Mais plus du dans point de le, vue idéologique, mais, par exemple, moi, il y a un mais truc là, qui c'est m'intéresse. totalement économique. en fait, Tous ces trucs-là, il y a, par exemple, le fait qu'on utilise des médicaments dont on n'a pas du tout besoin, juste parce que ça rapporte plein de sous, c'est différent comment dire, d'un débat autour des effets d'un tel médicament ou d'un tel médicament, tu vois. Là, pour moi, comment dire, les labos pharmaceutiques aujourd'hui, c'est totalement un autre débat. C'est juste des pompes à fric et ils ont très bien conscience comment dire, des maladies, des effets des médicaments. Ils cherchent pas non plus à tuer les gens parce que s'ils tuent des gens, ils pourront plus avoir de clients. Mais ils cherchent juste à vendre au maximum leur truc, quoi. Donc, par exemple, les vaccins, ça rapporte trop d'argent d'arrêter, comment dire, de, Même de réduire, même ne c'est serait-ce ça, que de réduire. de réduire. Et lorsqu'ils voient leurs études, ils sont pas cons. Ils voient, par exemple, que la plupart, comment dire, si par exemple, l'exemple que tu avais dit avec le vaccin qui provoque la sclérose en plaques, ils l'ont juste changé pour empêcher que ça provoque la sclérose en plaques, juste pour continuer à le vendre, quoi. Mais ils auraient pu Voilà. arrêter beaucoup de vaccins il y a longtemps parce que le principe d'un vaccin, c'est que lorsque tout le monde est immunisé, il n'y a plus besoin de continuer à faire les vaccins. Et pourtant, on dit que ouais, non, mais chaque génération, il faut continuer à faire les vaccins, etc. Juste parce que bah, ça rapporte énormément de fric d'avoir le principe du vaccin obligatoire. C'est comme l'assurance obligatoire et les trucs comme ça, tu vois, on n'en a pas besoin, Ouais. mais juste ça rapporte du fric. Donc, Et là, on a un peu glissé du débat, parce Ouais, que du au coup, final, je suis ouais, d'accord qu'on beaucoup parlait même. on parlait d'idéologie et mais en de fait, science qui appuie. Tout à fait. J'ai effectivement, l'impression que moi, l'idéologie est. Pardon. Bah, vas-y, si tu veux, vas-y. non, 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 c'était en J'allais fait dire un pour truc. recentrer le truc sur le débat sur les débats, justement. En fait, c'est se dire que même quand tu penses détenir une vérité absolue, parce que voilà, tous les faits pointent sur ça devrait être justement enrichissant d'avoir des gens qui viennent, qui ne sont pas d'accord et qui essaient de démonter ton truc pour toi-même solidifier en fait ton argument, solidifier ton Exactement. point de vue. Exactement, voilà. Et je donnais l'exemple du vaccin parce que pour moi, ça fait partie des débats qui reviennent régulièrement et qui fâchent, c'est même pas qui fâchent, effectivement, c'est où les gens s'hystérisent en fait aussi. Parce que très souvent, ils sont tous pour en fait, mais dès qu'il y en a un qui dit ah, regardez, il y a un anti-vaccin qui va là, et ça y est, et tout le monde fait son petite. Allez, Bah tout le ouais, monde. mais là, c'est l'émotion, c'est parce que ça touche les enfants. Les parents, ils sont là et on leur dit, ouais, ce truc, il est fait pour protéger ton enfant, mais ça peut aussi le tuer. Donc, alors, c'est comme le même là avec les deux boutons rouges, faire le vaccin et tuer son enfant, ne pas faire le vaccin et tuer son enfant. Tu vois, c'est assez compliqué. Donc, que ce soit les pro-vaccins ou les anti-vaccins, ils jouent tous les deux sur ce truc d'émotion. Et même, ça pourrait même nous faire revenir à notre débat par rapport à la religiosité. Du débat public maintenant, c'est un peu ça, quoi. On essaye de jouer, d'enlever le plus de raisonnement intellectuel possible, mais de garder tous les termes en fait intellectuels pour qu'en fait on dit de l'émotion, mais avec un langage intellectuel pour faire croire qu'en fait que tu donnes une idée ou que tu donnes un machin, un fait clair ou un truc scientifique, alors que tu es juste en train de raconter un point de vue en fait et pas vraiment quelque chose que tu puisses appuyer par autre chose que tes propres dires, tu vois. Et En fait, mais tu le c'est balances avec instrumentaliser la plein science. d'émotions. Ah ouais, Instrumentaliser la science, et mais ça a ça, c'est toujours été fait parce que, tu vois, disons, l'idéologie elle permet aussi de chercher ce qu'on veut chercher et trouver ce qu'on veut trouver. Par exemple, le racisme, à la base, c'était appuyé par la science. Voilà, c'était Ça l'est établi toujours. Hein. que voilà, Ça l'est toujours. l'humanité est hiérarchisée par
toujours, non, pas forcément, parce qu'il y a une partie des scientifiques qui sont pro-race, ou je sais pas comment on peut appeler ça, avec un S, bref, ils pensent ça. Oula. Mais il y a aussi toute une partie de la science qui dit non, il y a une race humaine, etc. Et donc qui part d'un principe Mais non, d'unité, etc. cette distinction, elle On est peut pas, toujours elle est appuyer pas- en fait son cette discours distinction, elle est pas à ce politique par niveau-là. de la science derrière. Cette distinction, elle est pas à ce niveau-là. Pour le coup, je vais utiliser un argument d'autorité, j'aime pas ça, mais je suis psychologue social. Donc, pour le coup, l'argument, en fait, il y a qu'une seule race biologique, et en fait, quand on parle de différentes races, c'est en termes sociologiques, c'est en termes de différentes expériences de vie, en fonction de ta couleur de peau. C'est ce qu'on entend par race, en fait, en termes sociologiques. Sauf qu'à l'époque, on disait l'inverse. Enfin, on disait pas qu'il y avait une seule race humaine, mais qu'il y avait plusieurs races humaines. On est d'accord, historiquement, on est d'accord. Parce que la science peut se tromper et elle peut être instrumentalisée, ou même elle peut On est servir d'accord. tout simplement de. Après, Ben voilà, ben aujourd'hui, juste les mêmes qui intervenir disent rapidement par que. rapport au débat, juste te couper pour rapport aux races où tu dis ils se sont trompés, enfin, où ils ont été trompés, Pas, genre, après pas, leurs analyses scientifiques. Et là, pas du tout, pas scientifique. ils se sont pas du tout, ils se sont pas du tout trompés par rapport à la, je sais plus c'était quoi le truc de Paris là, où il y avait les professeurs là qui faisaient les analyses crâniennes, etc., et qui ont utilisé ce système pour mesurer. La Ah, mais moi, je dis phrénologie. pas qu'ils se sont trompés ou pas. Je suis pas du tout scientifique, hein. Je dis Non, juste La que la phrénologie. science, elle non, mais se pour contredit. dire que c'était admis, non, c'était pas justement une question de contradiction, c'était que c'était admis à l'époque qu'ils avaient falsifié exprès les résultats pour appuyer un point de vue politique. Donc Mhm. là, c'était vraiment une utilisation politique de C'est la ça. science où des On est d'accord. scientifiques ont, comment dire, ont collaboré pour mentir, en fait. C'était pas comme si là, Voilà. c'est pas comme s'ils analysaient et ils n'avaient pas d'instruments, comment dire, qualifiés qui pouvaient justifier leur erreur, tu vois. C'est pas comme Je suis s'ils d'accord étaient avec toi sur le fond, ils mais essaient je veux dire, de mesurer des machins dans l'espace avec un télescope dans les années 30 par rapport à aujourd'hui, tu vois. Là, c'est que vraiment, oui. ils ont menti exprès pour appuyer un point de vue politique. Donc, Exactement. Alors, si ça a été fait à c'est beaucoup l'époque, ça différent. peut très bien être fait aujourd'hui. Ah Aujourd'hui. oui, bah, Voilà. pour ça, je suis C'est totalement pas. d'accord. Ça, je suis La totalement science est d'accord. dévoyée, elle l'a été, et le journalisme aussi, et l'économie aussi. On peut Ah, toujours tout. mais tout, Voilà, parce tu que vois. ce sont des gens malsains qui sont de toute façon à ce niveau-là, et que là, c'est même plus une question. Après, là, on quitte un peu le truc du débat pour parler de la personne humaine, mais que généralement, comment dire, ces trucs, ils se reproduisent parce que ce sont les mêmes types de personnalités qui se reproduisent dans les gens qui nous gouvernent, dans les gens qu'on idolâtre, nos icônes, etc. À l'école, on nous apprend que c'est des gens qui tuent plein de gens et qui conquièrent des pays qui sont des figures d'autorité à suivre, tu vois, automatiquement. Il ne faut pas s'étonner qu'après, ce soit toujours le même type de personnalité qui reproduisent les mêmes erreurs du passé, quoi. Et Mais d'ailleurs, là, c'est un peu plus le débat. ça revient souvent, mais on parle souvent d'icônes, et je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que peut-être qu'on n'est plus trop habitué. C'est le fait. Alors là, ça fait un peu discours qu'on trouve boomer sur comme ça, mais Internet, le fait que les gens retrouvent un peu la parole. Il y a aussi un peu une lutte entre ceux qui monopolisaient la parole pendant très longtemps, et ceux qui ne sont pas forcément encore habitués à débattre aussi, tu vois. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que finalement, là, on en revient à la question. On a un peu divergé, mais je pense qu'on est en train de répondre à la question. La question, on l'a un peu retournée. On est allé sur finalement, est-ce qu'il existe une vérité? Et je pense qu'on peut se rendre compte quand même qu'il n'existe pas une vérité révélée, même s'il y a toujours une vérité médiatique et majoritaire. Il y a toujours des vérités qui sont des vérités pour les gens qui débattent, en tout cas. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut se rendre compte que, pour répondre à la question finalement, qui a été posée, est-ce que le débat est toujours possible et les divergences sont surmontables? On peut répondre que, bah, en tout cas oui, ça c'est sûr, peut, heu, on peut surmonter les divergences à partir du moment où on argumente et où on écoute l'autre, en fait. Je pense que c'est surtout ça la question principale. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Pour Et le du coup, coup, je pense qu'on peut aussi aider ou trouver des pistes dans les formats, en fait. Parce que effectivement, c'est peut-être plus facile alors justement, quand on trouve bah, dans ce podcast où il y aurait apparemment plusieurs avis divers, sans trop justement chercher où on se masturbe tous avec la même idée parce qu'on est tous d'accord, ça c'est pas mal. Et puis il y a aussi le fait que les cultes de personnalité qu'on peut avoir sur Twitter ou qui donnent envie de donner une vérité, de l'asséner et que tout le monde soit d'accord, quoi.
Donc c'est une question de format aussi. Bah, pour le coup, c'est intéressant que tu parles de Twitter, puisque, pour le coup, Twitter, par son fonctionnement même, tu as tendance à ne voir que les avis qui sont les mêmes que le tien, puisque tu as tendance à éliminer, enfin je dis «tu», hein, mais c'est un «tu» de ces situations. Évidemment. On a tendance, si on est sur Twitter, ce qui n'est pas mon cas, mais on a tendance à s'entourer uniquement d'avis de gens qui ont le même avis que soi. Donc en fait, finalement, le Twitter est le meilleur biais de confirmation pour s'aveugler complètement. Il y a même, Je suis il y a pas même je une suis pas tendance à f bloquer énormément ceux qui ont un avis divergent. ouais, Ouais, et débloqué, mais moi, je alors plus sois en tant que community manager qui doit travailler sur Twitter, c'est le réseau social le plus dégueulasse qui ait jamais été inventé. je sais pas, Il est absolument horrible. Il est horrible et franchement, la plupart, il y a plein de problèmes de société que je comprends parce que je n'utilisais pas avant. Maintenant, je suis obligé d'utiliser parce que c'est le taf. Et il y a plein de trucs de société que je comprends maintenant grâce à Twitter, de problèmes de société, de comportement des gens, etc. C'est même pire qu'un vase clos. C'est que c'est une poubelle déjà. C'est une poubelle Et, intellectuelle. C'est fait exprès, en fait, le format, tout est fait exprès, en fait, pour enlever le plus ce que les gens de ils nuances passent que genre possibles. 2 alors, secondes, 2 secondes sur un tweet, tu vois? En 2 Pépé, secondes, tu as pas le temps de te faire vraiment une idée, je donc il faut t'interromps juste un un peu, machin mais flashy. on Non. reviendra sur Twitter et les réseaux Ouais, pardon. sociaux OK. un peu plus tard, parce que c'est une Je crois question Ah, qu'il qui ça faudra marche. va. trouver quelqu'un pour défendre Twitter quand même, Je parce pense que que là, on est sec. Non, là, mais c'est je peux là, défendre aussi Twitter, hein, je peux me faire l'avocat du diable. je peux même pousser un donc peu à défendre parce que on en parlera plus tard, mais je dirai pourquoi. ouais. Du coup, je pense qu'on pourrait passer à la seconde question. Je pense on a tous constaté autour de nous des personnes qui avaient la facilité d'insulter la personne qui n'était pas d'accord avec elle en face, de facho, de gauchiste, de complotiste, etc., etc., de balancer des accusations comme ça pour clore le débat. On voit, comment dire, on se demande si, enfin moi ce que je vous demande c'est selon vous est-ce que cette volonté de totalement polariser et de clore en fait le débat, de l'empêcher le débat, que ça soit par l'hystérisation et ses insultes, vous pensez que c'est une volonté ou que c'est une conséquence d'un système? Alors c'est ni l'un ni l'autre pour moi. Pour moi, c'est juste l'effet. Pour moi, c'est juste l'effet ce qu'on appelle l'effet de bulle filtrante. Typiquement, en gros, parce qu'on a le choix en fait, sur les sociaux, parce qu'on a le choix de qui on suit, de qui on choisit, de qui comme on a comme ami, de quel média on suit. En fait, on se crée un filtre. Et ce filtre, en fait, ce filtre a pour impact surtout de nous cloisonner, de nous conforter dans notre vision du monde. Ce qui fait que ça peut polariser, notre position, et deux, ça peut aussi créer en fait ce genre de situation où on ne parle pas avec les personnes en face parce que justement, elles ne correspondent pas à ce filtre. D'où par exemple le fait que sur mon Facebook et mon truc privé, bah, j'ai des personnes de complètement d'avis différents. Moi, je pense que je suis assez d'accord sur un point, c'est ouais, on est un peu l'entre-soi, mais ça dépend aussi de quelle idée on a, parce que si on est de droite, par exemple, comme moi, bah, tu vas au travail, tu vas dans la rue, tu vois des gens, des potes de potes, des soirées, machin, tu es obligé d'être face à, entre guillemets, l'adversaire. Parce que tu peux pas avoir un entre-toi avec des gens qui pensent comme toi si tes idées ne sont pas, disons, massives. Voilà, entre guillemets, tu vas au travail, Majoritaire, tu veux forcément, dire? voilà, majoritaire. En fait, tu es confronté à. Du coup, ça te rend performant, mais tu peux pas avoir ton safe space. Je pense pas qu'il y ait vraiment de safe space de droite en France, même en Occident. Enfin, je connais Euh, pas tout, tu vois, mais quand Oula, même, ça dépend des milieux, quand hein. même, Ça quand dépend même. des endroits. Non, Ça mais dépend quand des je dis endroits. de droite, je parle pas de droite les Républicains, tu vois, ou Macron. Je parle de voilà de point de vue un peu alternatif. Si tu vas dans une entreprise, que tu t'affiches avec une casquette MAGA ou tu vois, je veux dire, tu es obligé un petit peu déjà non seulement de t'infiltrer, mais en plus de te taper les discours ennemis entre guillemets. Donc tu les as digérés, tu les as entre guillemets déjà démontés, déconstruits, etc. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité de se cloisonner, de se confiner intellectuellement quand tu es de droite, je pense. Et par contre, Raconter de gauche, hein. non, non. Si, alors pour le coup, moi je suis anarchiste. Je Ça suis dépend de anarchiste. quelle gauche. Après, ça dépend de quelle gauche. Pour Mais si tu, le coup, si moi je tu suis prends anarchiste. Pour le coup, moi je suis si- anarchiste. Donc, non, anarchiste, anarchiste. Anarchiste. anarchiste, pour moi, c'est même pas de gauche. Mais bon, bref, peu importe. Peu importe. Moi, je me considère comme anarchiste aussi. Donc,
Je suis pas. Bref, peu Oula. importe. Moi, je pense Oula. vraiment par contre, il y a une influence de l'environnement. Disons, les médias, tu vois, l'école, l'institution. Tu allumes ta télé, tu regardes les pubs, tu sais, Volvo, Ilfigure, je sais pas, toutes les pubs Aldi et tout, tu vois. N'importe quelle pub te dit la planète, le message, la jeunesse, un monde, sauver la planète, égalité, etc. Tu vas à l'école, dès l'enfance, on te dit égalité, on apprend dès le plus jeune âge, même à l'armée aujourd'hui. Dans n'importe quelle institution, n'importe quelle grande entreprise, il y a toujours une sorte de lame de fond idéologique qui te, disons, qui t'influence, que tu le veuilles ou non. Il y a un biais. Et voilà, je pense pas que on choisisse forcément nous-mêmes tout ce qu'on fait ou tout ce qui nous impacte idéologiquement. Mais du coup, c'est pas tant la question, là, c'est plus autour Ouais, moi de j'allais dire aussi, si tu pouvais répéter la question, parce que j'avais perdu le fil. ouais, en gros, C'est euh, vrai. le truc qu'on a remarqué, enfin que j'ai remarqué, et je pense ne pas être le seul, c'est qu'il y avait une plus forte polarisation dans la société par rapport aux idées, et que du coup, aujourd'hui, pour clore le débat, pour éviter le débat, on utilisait beaucoup des injonctions du genre oui, moi je parle pas avec les fachos, ouais, de toute façon t'es un débile, t'es un gauchiste. Et du coup, en fait, moi ce que je me posais comme question, c'est est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une conséquence d'un système? Alors, pour le coup, Je réponds. Bon, bref, vas-y. ah oui, excuse-moi. Pour le coup, moi je dirais une chose qui est relativement simple en fait. Je pense que c'est relatif au système, qu'on utilise pour communiquer aujourd'hui. Je veux pas remettre la dose, sur Twitter, mais on va prendre par exemple, quelque chose qui n'a rien à voir, mais, les rencontres individuelles, dans le cadre de former un couple. Avant, par exemple, on vivait dans un village et tous les jours, quand tu ouvrais ta porte, tu sortais chez toi, tu sortais de chez toi, tu marchais dans le village, tu croisais des gens que tu ne choisissais pas forcément de croiser. Tu croisais la vieille voisine qui te casse les couilles et tu avais pas le choix de swiper d'un côté ou d'un autre, par exemple, pour la jeter ou pour aller lui parler. En fait, finalement, le choix, et c'est ça qui change énormément les choses, c'est que finalement, aujourd'hui, on a un choix qui se présente à nous, c'est-à-dire que tu peux supprimer quelqu'un de Facebook et finalement décider d'une sorte de jugement éternel de ne plus lui parler jusqu'à la fin de tes jours. Et en Alors, fait, ce choix-là, comment ça, non? j'ai pas dit. Non, non, en fait, non. Ah, pardon. Vas-y, continue, parce que après je rebondirai dessus. Vas-y. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, tu as le choix à un moment ou à un autre, c'est mon avis, hein, tu as le choix, de supprimer des gens, de te séparer de certaines choses et en fait, finalement, c'est pas forcé c'est une volonté individuelle qui a été rendue possible, aujourd'hui, finalement, ça apparaît donc comme étant, pour moi, une conséquence de ce système-là, et les gens l'utilisent de cette manière et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a une polarisation qui est plus importante, c'est que les gens ont l'illusion d'avoir un choix permanent, parce que c'est pas le cas finalement. Les gens qu'on a supprimés sur Facebook, on finit peut-être un jour ou un autre par les recroiser, et on est confronté toujours à une réalité. Mais cette réalité s'efface peu à peu vers une certaine forme de virtualisation très conceptuelle des individus, où on fait de l'essentialisation à 300%. Alors moi, je parle pas forcément de moi, mais je le remarque autour de moi, certaines personnes font des essentialisations et ont tendance à dire, telle personne est infréquentable parce que, ci, parce que ça. Et en fait, ils le font peut-être juste parce qu'ils en ont la possibilité, en fait. Pour moi, c'est plus une conséquence qu'une volonté du système. Après le système, ça le nourrit, donc quelque part, peut-être qu'il y a une volonté ensuite de maintenir cela comme étant un état de fait. Voilà. Tu voulais répondre, Donc, Raichen? ouais, en gros, je pense que tu as un bout de phrase qui est pour moi parfait, c'est effectivement l'illusion, effectivement, d'avoir le choix sur les personnes qu'on fréquente. Et après, effectivement, encore une fois, je parle de format, puisque je pense que, par exemple, Facebook permet plus encore, je trouve, de s'enfermer dans une bulle que Twitter, où limite, Twitter, tu balances ça en public et il y a tout le monde qui te répond, quoi. Et effectivement, je pense que c'est le paradoxe. En même temps, internet, te convainc à coup d'algorithme et cetera que, ce que tu regardes, ce que tu consommes, les gens consomment pareil, tout le monde like tes posts parce qu'il y a pas de dislike et cetera.
Donc, en même temps, ça fait ça, et paradoxalement, ça te met en relation avec donc des millions d'utilisateurs qui forcément n'auront pas le même point de vue que toi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sont plus tolérants. Les gens sont plus tolérants quand il y a un contact forcé. Par exemple, on a tous travaillé avec quelqu'un que finalement on n'aurait peut-être pas supporté, qu'on n'aurait pas choisi, et le fait de se le voir imposer fait qu'on a été obligé à un moment ou un autre d'être plus tolérant. Et finalement, on a fini par dire, enfin, former des sortes de relations d'exclusion en fait. C'est-à-dire que dans l'idée, on dit oui, la majorité des gens qui pensent comme ça sont des connards, mais lui il pense comme ça, mais il est récupérable, ou alors c'est quelqu'un de bien. Dès qu'il y a un contact forcé, finalement, si on était coincé dans le même bateau, on finirait peut-être par plus s'apprécier des fois. Bah, ouais, parce que tu prends le temps de connaître les gens là, tu prends le temps de connaître leur histoire, de voir, de trouver des points communs surtout, parce que généralement tout le monde partage au moins un petit truc qui peut, qui vont dire: «Ouais, moi aussi j'aime ça» ou «Moi aussi j'ai vécu ça, ça explique ci ou ça» et cetera. Et alors que, lorsque, comment dire? Heu, tu vois les personnes de loin ou c'est juste un pseudo sur internet, comment dire? Tu n'as tu enfin, il n'y aura pas de relation d'empathie, et C'est l'empathie, c'est ça qui fait la société humaine, tu vois? C'est ça c'est qui totalement vrai. c'est Mais c'est 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 Je suis c'est ça complètement qui fait que d'accord. voilà. je peux même enrichir l'argument d'un fait personnel. Moi, je travaille avec des gens qui, entre guillemets, nous commandent par téléphone, tu vois. Le truc, c'est que avant que je les rencontre tous physiquement, parce qu'il y en a, en fait, on a la possibilité aussi de jamais les croiser physiquement, ces gens-là. C'est moi qui, de par mon initiative, je suis allé les voir. Bah, en fait, le rapport n'est plus du tout le même aujourd'hui, mais parce que physiquement, il y a eu un contact. Avant, je les trouvais très froids. Je les trouvais même parfois insolents dans leur façon de se comporter au téléphone avec moi. Et ça a changé du tout au tout le fait de les avoir croisés dans la vraie vie, quoi. Donc, Finalement, j'ai envie de dire, on a une solution à un problème. Si quelqu'un il est pas sympa avec nous, on n'a qu'à le séquestrer chez nous. Oula, je suis pas On le séquestre chez nous, on le nourrit, on lui fait d'accord. des petits plats. C'est parfait parce que tu Ah vois, non, merci, hein. j'allais dire que j'étais plus fataliste que vous, et je pense que c'est plus par un esprit de survie qu'on devient plus magnanime avec les gens, parce que dans la tête, on se dit: «Ah bah si on commence à dire de la merde, après, ça va faire l'escalade de la merde». Aussi, on relativise aussi, hein, parce qu'après, il y a un moment, il faut juste, comment dire? Prendre en considération que chacun a son opinion, chacun a son idée, chacun a sa vision du monde, et toutes ces visions, tu vois? Il y en a aucune qui est vraie, il y en a aucune qui est fausse. Ce sont juste des interprétations. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup de se battre, de se tuer ou de s'affronter, de se détester pour quelque chose qui peut-être n'existe même pas, ou voilà quoi, qui n'a pas la même incidence ou importance, qu'on lui accorde, quoi. Je sais pas, moi justement, je pense que j'aime bien la confrontation justement. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Bien fréquenter des personnes parce que justement, j'aime bien quand on me bah, j'aime en fait la rhétorique, c'est un de mes trucs, et j'aime bien quand on me dit que j'ai tort et qu'on me prouve que j'ai tort, tu vois? Oui, mais Ah d'ailleurs, ouais, ça c'est c'est stylé aussi, ouais, parce que c'est mais il t'aimes pas? faut avoir un débat, un vrai débat pour ça, où tu peux comprendre pourquoi tu as tort. Et alors, c'est pas juste on te dit: «Non, tu as tort», et c'est ça en fait qui est frustrant, parce que tu veux dire: «Vas-y, explique-moi pourquoi j'ai tort», pour essayer de remettre en question ton propre questionnement et pouvoir t'approcher, comme le plus de chacun veut rechercher une sorte de vérité, tu vois? Et c'est ça que ça permet le débat et la confrontation. Mais lorsque c'est des débats, des faux débats ou des débats stériles ou juste, des insultes, c'est frustrant, et ça encourage pas en fait, ça encourage de moins en moins à rechercher cette forme, d'affrontement, de débat, sain et positif, et à se retrancher de plus en plus dans ses convictions et dans ses idées, en se disant: «Bon, que c'est plus la peine quoi, autant créer ma propre vérité au lieu d'essayer de la chercher comme avant, quoi». Mais En tout cas, d'ailleurs, finalement, on le fait tous. D'une certaine manière, on a appris à un moment ou à un autre dans nos vies à mettre de l'eau dans notre vin pour éviter de braquer la personne d'en face, pour arriver à tirer, alors des fois je le dis en amélioratif, mais des fois des gens ont cherché à ne pas me braquer, et tant mieux aussi. Et finalement, on arrive comme ça à créer des relations
en étant. C'est un peu comme tirer une corde, en fait, le jeu de la corde, en fait. On tire, mais des fois, il faut lâcher un peu parce qu'en fait, l'objectif, c'est finalement de ne pas faire tomber l'autre dans la boue, en fait. Donc, en fait, le débat, c'est ça, c'est maintenir une tension. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à communiquer autour de cette corde. Et à partir du moment où tu tires trop et finalement tu essayes d'écraser l'adversaire, finalement, l'adversaire dans le débat, hein, bien évidemment, eh bien, à partir de ce moment-là, finalement, tu perds automatiquement puisque tu perds ton interlocuteur d'en face. Et débattre seul n'a jamais fait gagner personne, ni avancer aucune idée, en fait. J'aime bien cette métaphore, ouais. Le fait que tu dises qu'il faut quand même, voilà, de la tension, quoi. Et effectivement, c'est vrai que, bah, quand tu tombes avec des gens avec que tu aimes, et cetera, bah, le risque, c'est qu'il y ait plus de tension du tout, quoi, aussi. Bon, aussi, ça dépend, tu peux toujours trouver des tensions, si c'est juste des débats, quoi. Regarde, il y a les couples, ils sont toujours ensemble, amoureux, ils peuvent continuer à se battre, ou des frères et des sœurs, des gens, des meilleurs amis qui ont totalement des points de vue politiques, par exemple, différents, ils vont continuer à discuter jusqu'à la fin de leur vie, tu vois, parce que ils ont Parce qu'ils ont chacun une leur empathie. point de vue, tu vois. Oui, Parce qu'ils ont une et empathie ils l'un vont pour pas se l'autre, ils ne veulent pas détester parce finalement que, réellement voilà, gagner. ils savent En que fait, chacun ne veut pas, comme tu disais, il veut pas écraser l'autre, il veut pas l'humilier, il veut pas le contraindre en fait à changer qui il est. Il veut juste qu'il comprenne en fait sa propre, sa propre vision, quoi. Tu essaies pas d'imposer ta vision à l'autre, tu veux juste qu'il la comprenne. Et quand c'est un processus comme ça, bah, tout de suite, c'est mieux parce que l'autre aussi, il dit: «Ah, moi aussi, je veux que tu comprennes, ma position» et vous avez beau ne pas l'accepter, vous la comprenez et donc vous pouvez débattre pour chacun la défendre et même vous mieux la comprendre, quoi. Parce que pouvoir, confronter son opinion ou ses idées, beh, déjà ça permet de savoir, si vraiment, tu es convaincu de tes idées, quoi. Parce que si tu arrives pas à les défendre, d'un côté, tu vas se dire: «Mais est-ce que j'y crois vraiment, quoi?» Mais là, du coup, je pense que ce que tu dis, c'est bien parce que ça va me permettre de faire la transition sur la question d'après. Puisqu'en fait, Ah, il y a aussi parfait. une question, c'est une question d'acceptabilité de point de vue, en fait. D'arguments, etc. Et du coup, là, j'arrive sur une question en plus qui est assez épineuse et qui est dangereuse, quoi. On va me trouver La suicidé Palestine? de deux balles dans la nuque. Non, c'est sur les questions autour de la question législative. Tu vois, il y a une législation aujourd'hui en France qui empêche, qui interdit dans les débats publics, parce que dans le privé, hein, je sais qu'on aime bien dire que la délation c'est le sport numéro 1 en France, mais je pense pas que jusqu'à présent on a dénoncé son collègue d'avoir tenu de tels propos lors d'un dîner. Mais on a des lois qui interdisent certaines opinions, certaines idées, qui les criminalisent quelque part, et qui en soi clôt le débat de fait, parce que justement il y a un camp qui a totalement le droit de s'exprimer, et l'autre qui encourt des peines judiciaires si elle le fait. Je pense par exemple à la loi Guesso ou à la loi Pleven. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que ces lois doivent... Enfin, là, c'est vraiment de l'opinion, mais est-ce que vous pensez, selon vous, que ce genre de loi doit rester active ou doit être supprimée et pourquoi? Moi, je suis partisan pour qu'elle reste, parce que, bah, en fait, il y a des faits qui sont avérés et que, il y a des choses qui doivent pas être mises en compte, en cause parce que, voilà. Néanmoins, je peux comprendre qu'on puisse la remettre en cause, mais à partir du moment où on la remet en cause, si on devient, en fait, un État où on peut tout dire, bah, il faut être aussi responsable de ses dires, en fait. Et Bah, on peut donc, du coup, pénalement attaquer ces dires-là, alors. donc, du en tant qu'anarchiste, tu es pour une forme de censure ou de limitation de la parole, de l'expression, quoi, avec des lois. Là, Bah, je les fais. lois ouais, parce que, alors, pour moi, alors, oui, parce que je peux faire un aparté sur l'anarchisme. Pour moi, l'anarchisme et un régime anarchiste marche uniquement sur le consentement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tout le monde consent à cette loi de manière majoritaire, si tout le monde consent à cette loi, bah oui, en fait, c'est une loi qui s'applique. Surtout que bah, c'est même pas le cas. Mais bon, enfin, oui, mais mettre disons, des limites organisées avec des lois par un État, forcément, puisque une loi, si elle n'est pas respectée,
c'est la police, c'est la justice, donc c'est l'État régalien. Pour moi, ça va à l'encontre même de l'idée de liberté et d'anarchie, tu vois. Parce que c'est forcément un pouvoir L'anarchie, centralisé qui impose à tous ces Non, sujets ou ces citoyens. l'anarchie, non, c'est une non, horizontalité du système, hein, c'est pas forcément une absence de système. merci. C'est ça. Parce que là, ce que toi tu parles là, c'est pas l'anarchie, c'est ce qu'on appelle l'anomie sociale. Mais qui Pour moi, décide alors? C'est tout bah, le monde qui doit décider en même temps, d'être d'accord qu'on n'a pas le droit de dire ça ou ça. c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Bah, Surtout que c'est même pas le cas actuel, en fait. Là, c'est ouais, c'est pas l'État le cas qui actuel. décide avec. Justement, je suis bien d'accord que c'est pas le cas actuel. Je suis bien, pour Du coup, faire la partie, je t'es suis bien d'accord. contre alors? Contre Là, les pour l'instant, lois. Moi, je vais répondre directement à la question et reprendre ce que tu dis, 60. Dans l'idée, en fait, pour moi, le risque que ça représente, les lois législatives visant à brider la liberté d'expression, c'est le risque principal pour moi, c'est l'émergence d'une vérité révélée. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, qui décide ce que l'on peut dire et pourquoi devrait-on décider de ce que l'on doit dire? La liberté des mots, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque la liberté des mots, c'est la liberté des concepts, puisque la langue, bon, j'apprends ça à personne, mais la langue est directement le fruit de la réflexion. Et si on interdit des mots, et si on interdit des suites de mots et des raisonnements logiques, pour peu qu'ils soient même illogiques, hein, mais ça reste des raisonnements logiques délibérés de certaines personnes dans leur tête, on interdit de penser, en fait, d'une certaine manière. Et à partir du moment où la législation définit la liberté de penser, ça pose, pour moi, énormément de problèmes. On voit donc, par exemple, on verrait donc, et on peut voir donc dans certains cas, l'émergence d'une vérité révélée qu'il serait interdit de contester sous prétexte que cette vérité révélée serait une unique vérité qui aurait eu lieu et qui serait factuelle. Je pense que ça représente plus un risque qu'autre chose, et dans la balance de l'existence des mots, finalement, on se retrouverait avec quelque chose qui, à terme, serait dangereux pour l'individu, pour une certaine forme de liberté de penser, de débattre, justement. Je vais aller dans ton sens, Métaux. Regarde, la loi Pleven, c'est une loi contre le racisme. On considère que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est discriminer ou hiérarchiser. Et l'analyse, c'est discriminer et hiérarchiser. En fait, on t'interdit, ça peut faire jurisprudence pour d'autres thèmes, en fait, on t'interdit l'analyse, ne serait-ce que le regard ou la pensée critique sur tel sujet. Et ça ouvre la porte à la loi Guesso, par exemple, qui interdit la contestation des crimes de guerre selon le tribunal militaire de Nuremberg. Et après, on peut ouvrir la porte à d'autres cas, par exemple l'homophobie. Aujourd'hui, l'homophobie, c'est considéré le racisme comme une discrimination, une hiérarchisation. Donc, c'est interdit sous prétexte d'égalité, etc. On peut être pour l'homosexualité. On ne peut pas faire un parti contre l'homosexualité ou un mouvement contre le anti-LGBT ou quoi, parce que ça serait considéré comme de la haine. Donc, on peut être pour, on ne peut pas être contre. On peut être anticapitaliste. Et si demain, je montais un parti, la Ligue anticommuniste ou un équivalent à droite, ce serait vu comme quelque chose d'hostile, donc forcément qui discrimine, pointe du doigt une certaine minorité. C'est toujours dans un sens, en fait. Et une partie de l'argumentaire de droite est de fait illégale, en tout cas censurée. Donc ça fait qu'il y a impossibilité de débattre avec armes égales. C'est comme si tu avais un combat de boxe à 3 contre 1 et celui qui est tout seul n'a pas le droit d'utiliser sa main droite. Voilà. Et l'arbitre, en plus, compte les points. Tu vois, c'est pas du tout à armes égales. Donc ça empêche la liberté de penser, ça empêche l'analyse, la libre expression, etc. Enfin, tout est verrouillé, quoi. Mais même Tout pour ça reprendre ce avec que un tu es en État train de central. dire, Avec un en État fait, central. je pense que tu as raison dans l'ensemble sur le point de vue, mais je pense que l'objectif n'est pas l'égalité de la puissance de débat, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, se battre à armes égales n'a que très peu d'importance. On peut avoir raison et être seul, et on peut avoir tort et être majoritaire. Ouais. C'est pas forcément ça la question. Je pense que même à terme, disons que d'une certaine manière, en fait, aujourd'hui, dans ces lois-là, il y a une vision d'intentionnalité, en fait. C'est-à-dire que finalement, si tu fais une étude qui
concerne les races pour prouver qu'elles n'existent pas, finalement, ça ne poserait pas de souci. Si tu fais une étude sur les chiffres de l'Holocauste, par exemple, eh ben, si c'est pour estimer et que dans ton intention, tu prouves que c'est pour estimer qui sont les victimes et sans vision, en fait, sans vision de prouver que ça n'a pas eu lieu, par exemple, eh bien, ça a une connotation positive et finalement, ces lois-là ne prennent pas place, alors que finalement, dans l'idée, il y a quand même Et, une bah, vision d'intentionnalité. Voilà, c'est ça cette chose. les lois Guesso et Prével ne concernent pas les études. Elles concernent justement les opinions hors études, en fait. Bah, par C'est-à-dire que exemple, si quelqu'un fait une étude, l'historien imaginons, qui, hein, elle peut être l'historien complètement qui, biaisée. Elle peut être complètement biaisée, imaginons. Mais si quelqu'un lance une étude pour prouver que les chambres à gaz n'ont pas existé, par exemple, eh bien, cette ouais. personne-là sera condamnée. Non, elle Toi, ne sera pas toi, en condamnée. fait, Elle ne sera pas condamnée, justement, parce que c'est une étude. Si c'est une étude universitaire, qu'elle amène les arguments, je ne sais pas comment elle fait, hein, mais oui, mais qu'elle bien amène les évidemment. arguments, qu'elle amène les arguments, que c'est une étude universitaire, elle sera pas condamnée. Par contre, un politicien qui dit, ouais, non, mais en fait, un politicien qui dit, ouais, d'accord, ouais, mais en fait, ça n'existe pas, et qui l'amène sans preuve, Oui, mais ou excuse-moi, mais sans, quel doyen d'université, quelle université acceptera que quelqu'un fasse une étude là-dessus? Je te pose la question. Puisque, en fait, euh, ils te citeront la loi non, Gaston en disant. Je mais t'interromps il y deux a secondes, ça, mais et c'est pas également, en fait. totalement, c'est pas totalement la question. Là, tu vois, tu pointes du doigt l'aspect, comment dire, euh, institutionnel, tu vois. Là, je parle vraiment que de la question, sur la question législative. La question Oui, bien sûr. Et sur le. institutionnelle, c'est autre chose. Oui, mais Mais en fait, après, le ce qui peut être un argument, c'est qu'en effet, étant donné qu'il y a une loi à propos de ça, c'est automatiquement de fait, on a une approche biaisée dessus et on criminalise déjà l'idée de le faire. Ça, je peux l'entendre. Voilà, c'est Et, ça ce que j'étais en train de. et ça, je suis plutôt d'accord. Ça, je suis Mais plutôt d'accord. après, Mais la loi ne concerne pas, mais la loi en soi ne concerne pas ces éléments-là, en fait. En mais fait, à terme, la ces question, lois existent. elle oppose la liberté d'expression et on peut dire, grosso modo, la raison d'État, quoi. C'est comment dire, l'État, comment dire, supprime, comment dire, censure des propos ou limite des prises de position, heu, pas pour limiter la liberté d'expression de ces gens-là, mais d'un point de vue politique. Si on dit que les nazis, c'est des criminels de guerre et cetera, c'est comment dire? C'est pas contre les idées nazies, c'est parce qu'ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale. Donc si les nazis avaient gagné la guerre, ils auraient fait pareil avec des théories, enfin avec des Aussi. des, heu, des livres juifs ou bien enfin ils auraient continué leur théorie de censure, tu vois? Ils n'essayaient pas de Aussi. censurer la liberté, ils essayaient, comment dire? C'était, comment formuler ça? C'est Hégémonique, oui, oui, une l'idéologie. politique en fait qu'une opposition, intellectuelle ou idéologique et d'où le fait que ça soit dans les lois quoi, on, directement parce qu'ils auraient pu par on a pu par exemple faire ça comme, une règle tacite en société ou bien, l'apprendre à l'école ou des trucs comme ça, mais non, on l'a mis dans la loi directement pour l'interdire de manière catégorique en disant que si vous faites ça, il y aura une sanction. Une sanction qui ne sera pas juste une opposition d'idées, mais une sanction réelle de la loi, une sanction de prison, une sanction de peine ferme et d'amende et cetera, quoi. Donc c'est ça je trouve qu'avec la législation, si on parle vraiment du point de vue législatif, ça enlève complètement l'opposition d'idées ou la prise de position. Là, c'est juste politique. C'est pour défendre plus une idée politique plus que enfin, c'est pour défendre une idée politique et moins une idéologie une idéologie, quoi. De toute façon, enfin, de mon point de vue, je sais pas, je vais prendre un autre angle d'attaque, une autre angle d'attaque qui est, pour moi, c'est contre-productif. En fait, même si tu veux aller justement dans leur sens de sanctionner des trucs parce que ça irait contre une idéologie ou contre les bases d'une société qu'on a posée, c'est-à-dire chez nous, c'est la République. Enfin, quand tu censures, c'est que c'est l'effet stressant, quoi.
y a les gens qui veulent après en parler, qui veulent faire comme ça, ça, c'est l'effet stressant. Ou alors c'est la clandestinité, et là, il n'y a plus de contrôle du tout de la part de l'État. Donc, je trouve ça toujours, en plus d'être, moi, je suis contre, et je trouve ça contre-productif, même quand tu vas dans leur sens, quoi. D'ailleurs, finalement, en fait, on peut résumer cette question-là. Est-ce que, pour reformuler un peu, mais finalement, la logique, c'est est-ce que on doit limiter le débat à un point de vue qui serait pas de liberté pour les ennemis de la liberté? Est-ce que finalement, ça serait pas un peu le serpent qui se mord la queue? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'appliquer ce pas de liberté pour les ennemis de la liberté? Puisque c'est finalement ça, le C'est le principe, c'est le paradoxe de Karl Popper sur la tolérance. Tu peux pas tolérer, en fait, la limite de la tolérance est avec les intolérants. C'est-à-dire que tu ne peux pas tolérer quelqu'un qui ne te tolère pas toi-même. C'est la notion de réciprocité, en fait. Et c'est pareil pour la liberté. Tu ne peux pas tolérer ou admettre quelqu'un qui ne veut pas tes libertés. Ça me semble logique. Que tu veux préserver ta liberté, ou la tolérance, ou le respect des sociétés. Bah, pour le coup, pour moi, pour le coup, pour moi, c'est un point de vue. C'est-à-dire que, à partir du moment où quelqu'un dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté, alors que moi, j'étais prêt c'est à lui qui débattre avec force. lui, c'est lui qui, justement, explose ma liberté de débattre avec lui. Et par conséquent, en fait, c'est qui est antagonisant dans l'histoire. Après, moi, pour le coup, c'est vraiment dans le cadre du débat, hein. Dans le cadre du débat, quelqu'un me dit: «Je ne peux pas discuter avec toi car tu es intolérant». Pour moi, c'est lui qui est intolérant. Après, Tu vois? Voilà. Oui, mais c'est paradoxe. Justement, mais c'est toujours paradoxe. C'est toujours dans le même paradoxe que la tolérance. C'est-à-dire que tu peux pas parler avec quelqu'un qui ne tolère pas ton idée, en fait. Oui, mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, les 2 personnes dans le débat disent: «Je ne peux pas parler avec toi car tu es intolérant», et dans ce cas-là, le débat ne peut pas avoir lieu et je ne crois pas que ça soit le cas. Je pense qu'on peut débattre de tout. Bah, tu peux débattre de tout si l'autre personne tolère que cette idée existe. Mais pas avec Alors, n'importe admettons qui. qu'il y ait une tierce personne. Il peut y avoir une tierce personne qui dise, vous deux, vous n'avez pas le droit de parler de ça ou d'entendre parler de ça. Par exemple, là, on va être sur YouTube ou sur autre chose, peu importe. On a toujours le risque d'être striké ou d'être censuré, non pas parce que moi, je décide de ne pas discuter avec 60 ou avec Pépé, mais parce que YouTube peut décider qu'on n'a pas le droit de dire ça. Donc, et là, par exemple, ça pourrait être l'État, par exemple, qui pourrait dire, bah, on bloque tel contenu, on bloque telle personne, sans qu'il y ait donc, deux personnes qui parlent ensemble peuvent être d'accord pour débattre, et il peut y avoir une autorité au-dessus qui décide au nom du bien commun, au nom de qu'on n'a pas le droit de dire ça, qu'on n'a pas le droit de laisser passer tel échange, tel débat. Et c'est ça le problème, c'est quand disons du bon vouloir de la consentance des deux, peut y avoir une autorité au-dessus qui décide que ce n'est pas permis, que ce n'est pas possible, au nom de science ou au nom de loi ou au nom de je sais pas quoi. il y a une histoire de À l'époque, rapport c'était de au nom de Dieu, par exemple. Après, il y a une histoire de rapport de force. Il faut se souvenir, par exemple, la plupart des lois, alors ça change un peu des lois dont on parle, mais par exemple, la diffamation, à la base, c'était pour la presse. Ça veut dire, c'était parce qu'on prévoyait que si tu disais quelque chose, un mensonge ou quelque chose qui pouvait nuire à quelqu'un par la presse, c'est un organe qui était puissant, qui fait que tu peux, est massif et qui peut être diffusé très vite. Et effectivement, c'est pas la même chose quand deux personnes où nous, on est en train de débattre, quoi. Par rapport à la diffamation, c'est même, tu dis que c'est même, ça a été prévu par rapport à la presse et même ça s'est plus ou moins adapté avec l'émergence des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui beaucoup de lois qui à la base étaient pour la presse, on les applique aux réseaux sociaux et à Internet. Ça, je peux, dans ce cas, exprimer mon côté un peu de gauche, etc. Mais c'est effectivement parce que là où justement nos élites ont du mal à savoir comment faire des lois dessus, ils n'arrivent pas à s'adapter, c'est parce qu'en fait, il y a une nouvelle forme d'expression. Et ce qui concernait les livres, les médias, la télé avant, qui était pour une certaine personne, enfin un certain groupe de personnes, ben maintenant, c'est disponible pour plein de monde, quoi. Bah, je te dirais même que c'est pas spécifique à la gauche. T'as même un penseur de droite, Adrien Bozzi, qui en parle et qui parle de nouvelle opinion publique. Ah non, là où je voulais dire par la gauche, c'est qu'il y a un côté lutte des classes, quoi. C'est les élites qui n'arrivent pas à lâcher le morceau.
je comprends. Du coup, numéro 60, tu voulais rajouter quelque chose? Pour le coup, non. Enfin, D'accord. pour le coup, Bah, du coup, Ce qui fait vraiment on va numéro dérouler. 60. Du coup, on va C'est stylé. dérouler. On va dérouler. ouais, ça fait un peu un côté Hitman, mais j'aime bien. Ouais, j'avoue. Du coup, on va venir à la question qui tourne notamment autour des réseaux sociaux. Parce qu'on constate un phénomène de communautarisation de plus en plus présent et communautarisant. C'est-à-dire que ça va plus loin que ce que les médias nous disent, hein. C'est pas que des groupes communautaires autour de questions d'origine ou de religion, mais on a aussi maintenant les communautés, par exemple, d'une chaîne de youtubeurs, les communautés, je sais pas, de dénoyauteurs d'abricots, tu vois. Enfin, tout et n'importe quoi est devenu un, comment dire, un vecteur de rassemblement pour fonder une communauté avec Internet, notamment les réseaux sociaux, Discord, et tout ce genre de choses. Du coup, est-ce que vous pensez que ça ne contribue pas à forger justement des safe spaces et du coup ça pourrait empêcher les gens d'aller voir ailleurs. En gros, ça le centraliserait à un point où justement on, on couperait les gens du débat par ce phénomène de communautarisation. Je pense qu'en fait, ce phénomène peut-être est accentué par Internet, mais les bulles, elles existaient toujours. Quand il y avait eu donc en 2016, quand il y avait eu les débats sur Trump, etc., régulièrement, il y avait un exemple qui était où tu voyais la grand-mère qui dit: Ah, moi, j'ai voté Nixon, je comprends pas comment les autres n'ont pas pu voter, parce qu'en fait, ils sont dans un cercle social où, ok, bien sûr, tu te confrontes, mais l'air de rien, quand même, tu tries, quoi. Moi, j'avoue que la logique de Safe Space, moi, c'est une logique que je comprends. Parce que pour moi, c'est la même logique que les alcooliques anonymes. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a envie d'aller dans une réunion d'alcooliques anonymes si on n'est pas alcoolique. Bah, en fait, c'est à peu près la même chose pour les différentes personnes qui ont besoin d'un safe space. C'est que, bien, certes, ça exclut des personnes, mais elles ont besoin aussi d'avoir des espaces où elles sont en sécurité, où elles se parlent entre elles-mêmes, pour justement avoir des solutions pour eux-mêmes par eux-mêmes. Et je vois pas, et en fait, j'ai du mal à voir le problème. C'est pas parce que tu as des safe spaces que tu ne peux pas aussi débattre à côté. Tu as un avis, toi, à ce sujet-là, hein, qui est relativement, on va dire, pour moi, il me semble plutôt exceptionnel. Voilà, je te dirais ça tout simplement. La majorité des gens qui sont dans des safe spaces n'en sortent pas et veulent convertir tous les endroits où ils vont en safe space leur correspondant. Ça me semble. Enfin, Ça, je suis plutôt enfin, d'accord que c'est problématique. Je peux reconnaître que c'est ça le problème. Des safe space, on en a tous, hein. Moi, je coupe mon micro, je suis chez moi, c'est mon safe space, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, moi, quand je suis avec certains de mes amis où on pense, exactement la même chose, je suis dans un safe space. Mais en fait, on parle plutôt de l'isolement du safe space et de la transformation de tout espace en un safe space. C'est chiant à dire safe space. C'est vrai, OK. c'est chiant, on n'a pas un mot pas français de pour ça. espace Non, mais sécurisant, espace sécurisant. ouais, non, c'est nul. Zone de confort. Non, mais l'anglicisme est mieux pour une fois, alors on va pas cracher dans la soupe. C'est juste En chiant à fait, je dire. suis d'accord avec toi, Ikea, enfin, bref. Je suis d'accord avec toi parce que on a tous, au final, notre famille, nos amis, notre groupe, on est entre potes, etc. Mais la capacité à en sortir pour aller dans l'arène, ça, c'est vrai que ça se perd. Et c'était là, une tradition française, le débat, même le bistrot, tout ça. Et ça se perd, je sais pas si c'est à cause du virtuel ou du communautarisme ou de la Parce que, technologie ou peu importe, mais ça se perd ce délire de pouvoir sortir de mais son parce que, groupe, de son cercle, mais pas tout le pour monde a envie aller de dans sortir, en l'arène. fait. Tout le monde n'a pas envie de sortir et c'est un besoin qui se comprend, en fait. Tout le monde n'a pas envie de sortir Mais et je dis de pas que ça se comprend, je dis qu'il y a une mutation dans la société, il y a un changement de la société française où on peut moins débattre qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je sais pas En à cause fait, de quoi c'est. 60, tu dis quelque chose qui est relativement intéressant. Tout le monde n'a pas envie de sortir. Oui, mais en fait, le problème, c'est que des gens veulent sortir et que les endroits où ils sortent deviennent des safe spaces qui leur correspondent. Et c'est ça, pour moi, le problème là-dessus. C'est juste, faut accepter que certains endroits seront toujours
des zones de non-droit, entre guillemets, par rapport au qualificatif safe space, que ce ne soit jamais des Mm. safe space, qu'on accepte de se mettre en danger à partir du moment où l'on y va. Un peu comme des zones de non-droit, entre guillemets. Ouais. euh. En fait, le safe space, oui, d'accord, 100%, mais pas partout, en fait. Oui, je peux comprendre. Maintenant, je pense que c'est pas Ah, forcément le côté virtuel, puisqu'on parlait justement des pourquoi il y aurait pourquoi on a plus besoin de safe space qu'avant, peut-être aussi. C'est peut-être aussi un besoin de safe space par rapport à avant. Je pense que c'est pas forcément le côté virtuel qui encourage à faire, c'est justement ceux qui s'enferment dans leur chambre, etc. Je pense qu'aussi il y a une nouvelle connexion avec la plupart des gens qui fait que le nombre des gens avec qui on peut interagir devient un peu trop gros, quoi. je suis pas complètement d'accord. Mais Pas après, forcément. il faut aussi aimer le débat. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, je sais plus qui disait qu'il aime la confrontation, faire confronter ses idées, etc. La plupart des gens n'aiment pas du tout voir leurs idées remises en question. La majorité des gens, nous, on est là, on discute, on expose nos idées, mais la plupart des gens sont satisfaits de leur opinion, sont satisfaits de leur vie et n'ont pas besoin d'aller la confronter ou la changer, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Je pense que ces spaces hein, ont toujours, ont toujours bien sûr existé. Le problème, c'est que, comment dire? Avant, ils étaient moins, c'est pas que c'était moins visible, mais on en parlait moins, quoi. C'était juste naturel. Tu étais dans le safe space de ton village, le safe space de ta ville et cetera et aujourd'hui, on peut créer des millions de communautés instantanément sur internet et tu peux Oui, aller dans ta clairement. communauté meme, ta communauté jeux vidéo, ta communauté famille, ta communauté amis, ta communauté anciens camarades de classe, et cetera. Donc tu es là et tu switches de communauté en communauté et en fait, le fait de le faire instantanément et non plus comme avant par une transition lorsque tu quittais ton village pour aller dans une ville ou bien tu allais à l'université et cetera. Là, on remarque réellement, comment dire? Que chaque environnement en fait a ses propres codes, ses propres paroles et cetera, que tu peux pas dire la même chose que tu dis là, dans d'autres endroits et cetera et tu le remarques, plus fort en fait, vu que tu, es sur ton ordi pendant une journée, tu peux changer, 10 fois d'environnement différent donc automatiquement ça te donne une impression de, comment dire? Pas d'hypocrisie mais de, heu, je vois pas. Mais voilà quoi, vous voyez quoi. Non, mais effectivement, tu pointes un truc intéressant, c'est, plein de cercles et effectivement une seule personne, une seule identité et c'est vrai que Exactement. ça peut être brutal et c'est vrai que c'est peut-être effectivement quand je reparlais du nombre, c'est peut-être effectivement la difficulté de s'adapter quand, on passe d'un cercle à un autre en fait, effectivement, oui. D'ailleurs, en fait, pour moi, la solution à ce problème-là serait simplement de faire comprendre, enfin, simplement, hein, c'est très compliqué ce que je vais dire à mettre en place, mais que les gens puissent comprendre que à partir du moment où tu exposes une idée, celle-ci puisse se faire malmener, tout simplement. Tu exposes ton idée, elle peut se faire éclater. Ça devrait être une logique de base que les gens devraient comprendre, c'est que si tu Mais exposes ton là, idée, c'est totalement impossible. Là, oui, bien sûr, tu parles de refonder la personnalité de chaque personne en une personne confiante et intelligente, ce qui n'est pas le cas dans 80 de la population, exactement. Donc en fait, on donc aura C'est toujours pas ce problème forcément de tout gens qui veulent simplement se et créer des pour espaces. c'est pas ah question non, mais c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'affect. Il y a des identités, vous avez toutes des identités qui vous importent plus que d'autres. Et que du coup, en fait, on parle d'une idée qui vous importe plus que d'autres. Par exemple, je suis une personne de couleur noire. Parler de notion de noire, bah, ça va m'impacter plus que parler de psychologie ou du fait que je suis un joueur de foot américain. ouais, mais là, c'est sûr, mais là, lui, parlait en fait, je pense de l'idée en général, du débat même en général, quoi, d'être prêt, Et c'est voilà, comme si je on parlais pas commençait des cours de philo à la maternelle pour éduquer les gens, en fait, à peu importe, pas la manière dont ils perçoivent les choses, mais que peu importe leurs idées, en fait, il faut qu'ils soient prêts à savoir que quelqu'un d'autre a une idée totalement différente, mais que cette idée ne doit pas, comment dire? Détruire, la tienne, en fait, ou te mettre en position où tu la perds, en fait, mais te dire que comment dire? Bah, que tu dois tout simplement être prêt à la défendre, je pense, à la défendre, à la comprendre et à comprendre le monde en face, à tout en fait, à s'intéresser aux choses, s'intéresser aux gens et à être empathique et sensible
Le problème, c'est que, voilà quoi, en plus, on est dans une société où la division, politique est importante pour le pouvoir, donc le fait que enfin, j'allais dire depuis toujours, mais ouais, que c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes discussions, la di C'est moi qui coupe. Ouais, ça Ah coupe un non, peu. ça coupe. Je suis assez d'accord, mais vous avez pointé un truc, c'est l'éducation. Et ouais, l'école fait pas son job, elle forme pas des gens mais c'est pas son éthiques. job. Non, mais c'est pas son job du tout, je suis d'accord, mais C'est pas elle son fait job. encore pire que ça, elle fait l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'elle elle Bah, c'est te ça pousse son dans job. un sens. Non, 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 non. L'école pour moi, elle est faite pour apprendre Ah à bah, lire, pas à du tout. compter. L'école C'est l'école, l'instruction, non? Pour elle moi, est l'école, ça devrait servir à ça. En France, ça elle sert pas à ça, elle devrait, sert à former des. ça devrait. Oui, elle devrait, voilà, si tu veux. En France, l'école, c'est un moule, un creuset, c'est une fabrique. Pas qu'en Il France, hein, je te jure, Ouais, mais je parle de la France parce que c'est notre pays et on est dedans. ouais. Je vais pas parler de pays que je connais moins. Et c'est vraiment un creuset où on t'inculque, comme des parents, en fait, t'inculqueraient leurs valeurs. L'école t'inculque aussi ses valeurs. Mmh. Et en fait, disons qu'elle elle te prépare pas à l'arène. Elle te prépare pas à te dire, il y a des gens qui pensent comme ci, comme ça, et il faut être prêt avec tes armes, avec ta logique, avec tes outils, à voilà, te battre en face ou à contredire ou quoi, ou même à accepter des torts ou quoi. Elle te donne juste des valeurs creuses et puis tu te démerdes. Quand tu deviens adulte, c'est à toi de les rejeter ou de les défendre ou quoi, mais t'as aucun outil de philo ou quoi. Je parle pas de gens qui font des études supérieures, je parle vraiment de l'école pour tous, tu vois. L'école Bah, pour ouais, mec. tous les citoyens. Il y a zéro préparation. Et à la limite, moi, ça me dérange pas, mais au moins qu'il n'y ait pas derrière tout un sorte de décor, tu vois, en carton, avec des fausses valeurs, des fausses idées qui, dans la réalité, n'ont quasiment aucun impact, n'ont quasiment aucune réalité, tu vois. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas la même chose que ce qu'on leur a dit quand ils étaient gamins, simplement parce que c'est de la connerie en fait. Tu vois. Après, je veux pas La plupart défendre de ce qu'on l'école. dit, c'est du bullshit. Après, je veux pas défendre l'école ou même l'éducation en général, parce que bon, allez, je veux dire, petite vie perso, moi j'ai été scolarisé cours à distance, donc quasiment toute ma scolarité, donc j'ai quasiment pas vu l'école. Et il y avait eu un truc que je Chance. trouvais ouais, pas mal, ouais, mais que je trouvais assez marquant, qui est Après, il serait pas content. ah oui, oui, c'est pour ça que j'avais dit à un moment sur Reddit, est-ce que vu que j'ai fait des cours nationaux, donc c'est quand même le CNED, c'est pas non plus comme ça, est-ce que je suis semi-séparatiste ou alors je suis républicain mais pas trop, j'en sais rien. Mais du coup, un des trucs que j'avais quand je discutais avec donc des potes ou même des parents de potes sur ce que j'apprenais, etc., parce qu'ils étaient curieux et tout, eux, l'éducation civique, pour les parents et même pour tout le monde en fait, ne servait à rien. Et alors, l'éducation civique, c'était pas que des trucs du genre liberté, égalité, fraternité, ce genre de conneries. Dedans, tu avais des petits trucs un peu plus généraux comme la lecture de l'image ou justement des trucs de critique, quoi. Donc, c'est un peu compliqué d'essayer de faire ça, un équilibre à l'école, puisque par exemple, il y en a qui sont convaincus que l'école, ça devrait justement te formater pour apprendre des trucs concrets, etc. Alors que d'autres, ce sera sur des choses plus générales et plus pour élever ton esprit sans forcément rentrer dans un moule. Donc, Ouais, mais l'école t'apprend avant tout à être un consommateur et un travailleur. c'est ça, Et voilà. donc, C'est ça, voilà, pour être effectivement. consommateur et travailleur, tu dois pas remettre en question la réalité qu'on te présente. Tu dois pas pouvoir avoir des outils pour combattre cette réalité. C'est totalement contre-productif. Imagine, mets-toi juste à la place d'un gars qui a un plan pour contrôler le monde et pour garder la société pauvre, inculte, pour continuer à conserver son pouvoir, vu que tu sais que le pouvoir repose sur deux choses, le savoir et la terre, tu vois. Donc, tu essayes que les gens déjà n'aient pas trop de terre et n'aient pas de savoir. Donc, tu en fais des salariés et des travailleurs qui n'ont jamais assez d'argent pour s'acheter une terre, mais juste pour la louer. Et tu leur donnes une éducation qui est juste nécessaire pour pouvoir suivre les ordres, lire et écrire, mais aucune chance qu'ils puissent comprendre ce qu'ils lisent ou ce qu'ils écrivent, tu vois. Tu vois, moi, C'est juste Pire, ou la pire, logique leur d'un donner de système faux en fait, outils. l'école. Ouais, Pire ouais, que rien ouais, leur donner, il y a leur donner ouais, des pistes de c'est mieux merde encore. C'est mieux pour aller encore. dans le mur, quoi. par C'est Exactement. ce exemple, qu'ils font, c'est ça qui est truc grave. que m'a appris l'école et que maintenant j'ai l'impression que ça a complètement disparu, et, enfin je dis l'école, donc justement je dis l'éducation nationale. Moi, justement, en cours d'éducation civique et un peu en histoire géo, on m'a appris à ah bah tu regardes des journaux, recoupe l'information, cherche la source, vérifie dans différents endroits, etc. Alors que maintenant, et là je sais pas ce qu'ils disent justement, je serais curieux de voir quel est le programme à l'école actuellement.
sur ces sites que je trouve un peu aberrants de fact-checking, où en fait, il faudrait boire le condensé de merde, alors qu'avant, on me disait entrecoupe l'information, alors que maintenant, c'est limite, ah ben on a déjà entrecoupé l'information pour toi, c'est bon, consomme. Faut aller chez le grossiste, quoi. Faut aller à AFP. Justement, ça nous permet de rentrer dans la dernière question. Où justement. Pour le coup, moi, je vais devoir y aller, j'ai une urgence. Pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à toi d'avoir pris de ton temps pour participer Ciao. à la Galette des Rois. Ciao. Donc du coup, sur Internet, on voit depuis pas mal de temps proliférer de la désinformation. Enfin, c'était déjà un phénomène. On peut parler de la presse qui a déjà avancé des choses qui étaient totalement fausses, que ça soit volontaire ou pas, avec un but ou pas derrière. Mais on voit de plus en plus d'articles sortis de nulle part, proliférés sur Internet. Ce qu'on appelle communément depuis 2016, il y a un anglicisme que je trouve dégueulasse parce qu'on a déjà le mot désinformation, tu vois, mais on parle de fake news. Euh, euh, on la voit de plus en plus, présente. Et du coup, on a créé une espèce de bulle j'allais dire de communistes, de conspirationnistes, de complotistes, qui ne s'alimentent que de ça. Et d'une autre part, comme on a vu cette bulle grandir, l'accusation de complotisme est aussi devenue une manière de clore le débat. On accuse la personne en face d'être complotiste. Quand on remet en question ses sources. Ça peut être la presse, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont complotistes, de fait, qui vont dire à quelqu'un d'autre qu'il est complotiste pour clore le débat. Et est-ce que vous pensez que justement cette lutte d'information est un débat, est un frein au débat? Ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait énormément de conneries qui soient balancées comme ça crée justement des débats? Ah, en fait, c'est bien ça le problème, c'est que si c'était une lutte, bah, c'est justement, comme on en disait avant, ça te permet d'immuniser ou de renforcer tes théories. Or là, on n'a pas vraiment de lutte justement quand tu as des sites comme, enfin, je dis des sites comme Check News, etc., qui font exprès de digérer un boulot qui n'est pas forcément mauvais pour certains, hein, mais c'est juste qu'ils font le boulot que tout le monde devrait faire en fait. C'est ça. Putain, c'est trop ça. C'est tellement ça. Et en plus, c'est à des fins de, entre guillemets, protéger, filtrer. Toujours cette idée de pureté idéologique, vérité pure. Et le problème, c'est que c'est exactement comme le problème du confinement, etc. Mentalement, on a besoin d'anticorps. Il faut qu'on soit capable de digérer de la merde, du bon, du vrai. On doit trier. On doit être capable de se confronter à des mensonges, à des vérités, entre guillemets, des fausses vérités ou quoi. Et on doit analyser. On est censé être des adultes. On est censé pouvoir être libre de naviguer, de voir et de se faire notre propre choix, nos propres idées. Aujourd'hui, de plus en plus, les taux se resserrent et on nous dit ça c'est pas bon, ça c'est fake, ça c'est. Et notre cerveau devient paresseux. Les gens, les masses deviennent de plus en plus, on va dire, comme des croyants, des fidèles qui vont à la messe et qui écoutent la télé, qui écoutent les quelques chaînes de télé qui sont détenues par quelques milliardaires, quelques radios, quelques journaux. Et ça devient la source de vérité. Tout ce qui est en dehors doit être checké et bien souvent c'est minimisé ou c'est on va dire combattu, voire carrément censuré. Et ça c'est l'inverse de la liberté, c'est l'inverse de l'intelligence. Pour pouvoir disons être critique, il faut avoir accès à peu près tout et se faire soi-même sa propre idée. Donc, moi je suis totalement pour tous les contenus sur internet, même les pires. Je suis pour la liberté totale et surtout contre les filtres, surtout quand ils sont faits, surtout quand ils sont mis en place par de grandes puissances médiatiques ou est détenu par quelques personnes. C'est là où il y a un biais. Pour le coup, je vais répondre à nouveau la question et réagir un peu à ce que tu as dit, Kelele. Dans l'idée, pour moi, le complotisme existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui tout est complot.
Mais est-ce que le fait qu'un complot se soit révélé faux aurait tendance à disqualifier tous les complots qu'il y a eu? Historiquement, il y a eu des complots. Et est-ce que les gens étaient traités de complotistes à l'époque? Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que ça dépend des contextes. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la lutte pour l'information aujourd'hui, elle est gagnée, en fait. Elle est gagnée. L'information aujourd'hui, il y a une information vraie et véritable et une information qui est fausse. Et le grand malheur de l'information vraie et véritable, comme elle se présente, c'est qu'elle ne peut pas être ni vraie ni véritable, car elle n'a pas l'essence de la vérité. Même si, même si on avait affaire forcément à des gens honnêtes, avec une conception réelle, on va dire sourcée, intelligente de la réalité, ne se tromperait-il pas par essence, en fait car il n'existe pas une seule et unique vérité, mais toujours, surtout quand on parle de phénomènes sociaux, c'est ce qui est le meilleur exemple, des vérités qui sont relatives aux individus. Donc en fait, le combat entre la réalité dans l'information, le combat pour la réalité dans l'information, il doit être fait obligatoirement à plusieurs voix, car aucune voix ne détient 100% de la vérité. Sinon, elle est dans l'erreur forcément, en fait. Et c'est le grand défaut, et c'est ce pourquoi le complotisme a une certaine forme, en certaine forme, dans son apogée actuellement. C'est-à-dire que avec toute l'insistance des médias dominants qu'on pourrait citer, qui ont une vérité révélée et véritable, et une vraie vérité qui est check news, par exemple, contre les complotistes, leur présentation binaire du monde fait que forcément il y a une antagonisation, et que comme ils ne peuvent pas dire 100% de la vérité, par leur attitude, ils font augmenter le complotisme, je pense. En décrétant une vérité révélée, on antagonise, et par conséquent, il y a des gens qui font le choix opposé beaucoup plus facilement, puisque c'est facile de s'opposer à quelque chose de monolithique. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Finalement, le meilleur moyen l'effet boomerang, en fait. le meilleur moyen de tuer le complotisme, c'est de le laisser C'est de le laisser s'exprimer. vivre. Voilà, de le Exactement. laisser vivre. Une chance en fait les complotistes, puisque encore une fois on parle de renforcer ou d'immuniser. Ça veut dire quelqu'un te donne un truc, bon alors effectivement on n'a pas forcément autant de temps de cerveau disponible, mais c'est justement une occasion de dire: «Ah ben voilà, ben je vérifie, je regarde, ah ben il a raison ou il a tort» et puis voilà, surtout qu'en plus, les complotistes c'est rarement ceux qui ont le plus le temps de de temps de parole quoi donc Ah, mais ça valide en plus totalement la vision complotiste, c'est-à-dire on nous bâillonne, on nous censure, on nous empêche de. Ça prouve que le pouvoir est contre nous, ça prouve qu'on est contre le pouvoir, donc nous sommes les rebelles, nous sommes les. C'est totalement. En fait, c'est. Je Oui. demande même si c'est pas. Soit c'est de la bêtise, soit c'est limite fait exprès, quoi, pour avoir une opposition. Enfin bref, je sais pas. Après, je pense pas que ce soit uniquement, on va dire, que ça vient uniquement du haut, c'est-à-dire qui essaierait de censurer quelque chose. Je pense aussi qu'il y a une volonté de l'être humain à la simplicité, quoi. C'est facile de se laisser bercer par une seule source que quand justement tu en as 36. Et d'ailleurs, pour réagir à ça, je pense que la meilleure des attitudes, enfin c'est bien évidemment que mon avis, hein, mais la meilleure des attitudes, c'est d'être complotiste avec les gens qui ont une vérité monolithique. Et quand tu as affaire à un complotiste qui a une vérité monolithique, être complotiste avec lui aussi. En fait, puisque en fait, ce qu'il faut, l'attitude exacte, comme la manière dont je la définirais, c'est d'être sceptique engagé. Enfin, c'est comme ça que je me vis moi, c'est un sceptique engagé. C'est-à-dire que en général, quelqu'un qui est sceptique, c'est une excuse pour rester dans l'inaction, qu'elle soit politique ou même dans sa propre vie. Je suis sceptique, alors je ne fais rien. Mais sceptique engagé, c'est faire ce qui est juste à son échelle dans sa perception de la réalité, en fait. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai une question, moi. Renta, tu veux pas intervenir un peu, ou tu veux vraiment faire Pascal Pro jusqu'au bout? Bah écoute, je peux pas vraiment faire Mais Pascal c'est Pro nécessaire, parce que vous êtes des anges, vous Ah voilà vous régulez tout Attends, seul. je vais chercher le. Va Je vais chercher chercher ta flûte à le. bec. En plus, faut dire que Pascal Pro, malheureusement, s'il pouvait des fois fermer sa gueule et laisser, Ah Ouais, non, mais mais Pascal, c'est pas c'est pas possible, seul. on peut pas dire ça. Mais taisez-vous enfin. Honnêtement, je préfère quand Pascal Pro Je sais ouvre pas sa c'est qui gueule qui que le fait, quand mais il y en a un, c'est. il l'imite très bien là. je vais juste parler d'un truc comme ça, donc moi j'essaie de, enfin normalement je suis censé être dev, enfin là je suis plutôt chômeur, mais plutôt normalement je suis censé être développeur. Oui, Et mais c'est pareil, non?
Ouais, ouais, sauf qu'un développeur. Développe ton chômage. Oui, c'est ce que je dirais c'est ce que je dirais à la famille. Non, disons qu'il y a les développeurs au chômage et puis il y a les développeurs comme mon frère qui sont bien en train de bien gagner, leur vie. Non, mais ce que je voulais dire justement, c'est si je pensais faire des applications, il y a un truc qui est qui va être très compliqué en fait, c'est à la fois de faciliter la vie des gens et du coup, leur donner des armes, mais en même temps ne pas et c'est ça qui est difficile, ne pas leur donner une solution toute faite. Ou alors, s'il faut la donner, il faut toujours l'accompagner de quelque chose qui permet de s'éveiller, quoi. Et je sais plus dans qui avait fait ça, un documentaire, et il disait bien que, ouais, il faut faire attention à l'algorithme qui te dicte quelque chose et qui te facilite parce qu'en fait, il te prend par la main. Heu et heu et la frontière justement entre, bah, ce que dirait la droite, comme l'assistanat et voilà comme ça d'aider les gens est assez compliqué en fait. Mais tu as complètement raison là-dessus et je reprends un autre exemple qui dit à peu près pour dire à peu près la même chose, hein, mais tu regardes sur YouTube, tu vois, des fois, ça tu Quelqu'un, il certaines, aura toujours faim, apprends-lui à pêcher, et exact. solution sera trouvée, quoi. Mais c'est pas forcément vrai parce que regarde, au niveau de l'information, je Tu sais sais pas pêcher pêcher? et juste ah si, je sais pêcher justement et des fois quand je regarde une vidéo chez le poissonnier entre guillemets, donc chez YouTube pour, continuer de Mmh. filer la métaphore, je me retrouve par exemple, sur une vidéo qui donne une information, ils disent: «Les sources sont dans la description» et le fait de voir les sources dans la description, des fois je ne clique pas dessus, même très souvent et Il y a j'ai personne. tendance à bah voilà et c'est ça le Parce problème, qu'on lui c'est-à-dire fait que confiance, on dit: au moins il a des sources». il a donné Après, les sources. tu sais que tu Ah, peux vérifier, en fait. Donc oui, après le gars, il prend le risque, parce qu'il y a toujours un connard qui va vérifier. Donc généralement sur internet, quand il y a des gens, ils font des trucs comme ça en mode, ils sont sérieux. S'ils sont pas sérieux, ils se font griller direct, tu vois? Parce qu'il y a toujours des connards qui n'aiment pas cette posture, enfin, pour eux, c'est sur internet, il y a ce genre de personnages, pour eux, leur combat, c'est d'essayer de trouver la petite bête quand il y a quelqu'un qui essaye d'être vrai, en fait, on va dire, entre guillemets. Et Voilà. donc, si tu oui, bien t'inquiètes sûr. que quand il y Non, a des trucs comme ça, ils sont Bah, toujours à voir, quoi. Mais C'est c'est un vrai peu que comme, tu vois, je pense vous que vous c'est rappelez de surtout. Zemmour contre Émeric Caron, hein. Il y a eu un débat chez Ruquier à l'époque, c'était Zemmour qui avait sorti un bouquin et il Quelles sont vos défendait son sources? truc face à Émeric Caron. Voilà. Il s'est gaufré sur les chiffres, Zemmour. Il s'est complètement gaufré. Il a dit de la merde, ok. Il a dit il y avait je sais pas combien de naissances, millions de naissances d'étrangers, qu'il n'y avait pas assez d'enfants, etc. Enfin, ça tenait pas ces chiffres, ces sources ne tenaient pas. Émeric Caron, au lieu de se poser la question de est-ce qu'il y a trop d'étrangers, trop d'immigrés ou quoi, il disait mais vos sources sont pas bonnes, quelles sont vos sources, etc. En fait, on s'en bat les couilles des sources dans une certaine mesure. Par exemple, si je dis ma maison crame et qu'il y a un mec qui me dit quelles sont vos sources, je lui mets un point dans la gueule parce que en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Des fois, les quelle sources, est ta c'est source vrai pour que dire ça? voilà. Des fois, les sources, c'est vraiment important, surtout quand il y a une info, tu vois, qui tient pas du tout la route. Genre, par exemple, les gens qui parlent de QAnon, moi, je veux même pas entendre parler parce qu'il y a pas, il y a rien, tu vois. Mais si c'est vraiment du complotisme pur, un truc, tu sais, si je te dis par exemple des extraterrestres sont allés, ont atterri, puis sont repartis, on va dire t'as une source, t'as un truc, là, ok, c'est tellement tiré par les cheveux. Mais si je dis il y a de plus en plus de tel ou tel type de personnes qui font ça, ou il y a trop de tel type de personnes à tel endroit ou quoi, si c'est visible, si même les gens, le peuple le voit, voilà, après je parle pas des Après chiffres de attends, sondage, mais grosso modo, il y a des Tout est vérités sujet à qui se voient un caution. peu quand même. Il y a des choses qui se voient. Et là, demander des sources, c'est vraiment une démarche malhonnête. Même si la personne en face dit un truc qui est assez vrai et que ses sources sont pourries, que ses chiffres sont faux, que voilà, au final, on peut pas lui enlever en une fait, part de vérité, quoi. le Et truc vouloir enlever cette part de vérité par une sorte de vice de procédure où il manque des sources, il manque tel truc, ça, c'est vraiment un procédé pervers qui est très utilisé par les progressistes. c'est C'est ça, mon essayer d'intellectualiser le truc à mort pour perdre et enfumer et faire perdre de la puissance de feu à son adversaire. alors là, je vais faire mon petit truc parce que j'ai une toute petite formation juriste, toute petite, qui est ridicule, mais en fait, je reprends par exemple, quand tu fais justement tu parlais de vice de procédure. En fait, l'avocat, alors des fois, il fait ça de façon un peu hypocrite, mais il y a quand même une idée derrière, c'est, quand il s'appuie sur un vice de procédure, c'est parce qu'il faut que ce soit parfait et en fait, il considère qu'après, bah, si la justice fait son job, si la justice donc là, on pourrait pas dire, on va dire, si l'intelligence, si le débat fait son job, et ben, après on revient avec des bonnes sources. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas le temps de faire ça et ce qu'aurait dû faire le gars Émeric Caron, c'est
dire vous n'avez pas les sources et limite, si on n'était pas à la télé devant des trucs comme ça, attendez, on trouve les sources, on se met d'accord sur les chiffres et on continue le débat, quoi. Voilà, ouais, mais la Mais en fait, télé permet pas ça, c'est ça le le truc. gros problème d'Aymeric Caron, c'est non pas qu'il ait critiqué le fait que Zemmour avait pas de source, c'est un très très bon argument, et enfin, ou pas de bonnes sources. Mais en fait, le souci, c'est son monolithisme de vérité révélée, comme si en fait finalement quelqu'un était arrivé dans une église au Moyen Âge et avait dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et que J'ai lui dit il est Dieu arrivé n'existe non, pas, toi. c'est faux, c'est écrit dans le livre. En fait, le problème, c'est qu'il y a une polarisation du débat. Aymeric Caron n'a pas été fin. Et c'est ça là qui a été dommage, c'est qu'au lieu d'ironiser, il est rentré dans une sorte de colère sainte où il a C'est pu vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux, sauf que c'est c'est ça vrai, la hein, méthode. c'est vrai. Et en fait, le problème, c'est que on ne un débat, on est là pour pas convaincre l'interlocuteur, parce que l'interlocuteur, on n'arrivera que très rarement à le convaincre. Il y a un auditoire. Et le problème de Aymeric Caron, c'est que même les gens qui pensent que Aymeric Caron a raison, à ce moment-là, ont intrinsèquement détesté Aymeric Caron, car il a été en quelque sorte castrateur. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais il a été abrupt Inquisiteur. et inquisiteur. Et finalement, il a adopté une attitude qu'on pourrait presque imputer à l'extrême droite. Factuellement, Aymeric Caron n'avait pas tort, en fait. Et C'est ça vrai. me fait presque mal au cœur de dire ça, parce que pour le coup, il m'a dit, enfin, quand je l'ai vu, parce que j'ai vu cette séquence-là, quand je l'ai vu, bah, il m'a dégoûté, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que cette pédance, quoi. La boucle est bouclée parce que tu parles d'inquisition et l'inquisition, c'est la religion, quoi, Oui, C'est ça. bah, Il a osé blasphémer, quoi. Il est allé à l'encontre des conventions, etc. C'est un rebelle. En fait, finalement, ce qu'il faudrait, ce qu'il faut et ce qu'il faudrait toujours dans un débat, c'est garder en tête qu'on ne débat pas avec une personne, on débat pour des personnes. Et ça, c'est le plus important, en fait. Même moi, enfin, on Que l'avait redit au début, mais ça dépend du format du débat. C'est-à-dire que si c'est un débat à vocation publique, c'est le cas. Par contre, euh, je pense que ça nous est tous arrivé déjà de débattre avec des gens dans le privé et là, il n'y avait pas d'auditoire. Oui, Mais là, je pense que là, les intentions, elles sont plus de faire un cheminement ensemble, de raisonner oui. à deux. C'est une confrontation Mais d'idées, mais dans le but dans ce cas-là, d'avancer. les gens, dans ce cas-là, quand on débat pour convaincre un individu et qu'on combat, qu'on qu'on débat avec cet individu, tu as complètement raison, c'est une idée de cheminement, mais dans ce cas-là, on se focalise pas du tout sur la même chose. On se focalise pas sur les points la, de désaccord. Déjà, c'est la première des choses. On se focalise sur les points d'accord. Et ça, c'est le plus important quand on essaye d'être en bons termes et dans une logique de faire un cheminement ensemble. Et le problème, c'est que les débats publics sont forcément antagonisants, ne serait-ce que pour la simplicité de lecture. C'est pour ça, ça que les débats Zemmour-Onfray, je finis là-dessus, je te laisse parler, t'inquiète pas, Aishan. Les débats Zemmour-Onfray sont, on a l'impression que c'est des débats de on est d'accord, alors qu'en fait, ils font un cheminement ensemble et c'est quelque chose qui paraît relativement insupportable pour les gens qui sont en désaccord avec les deux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ils ont l'impression de voir une collusion se passer à l'écran et c'est quelque chose qui ne convainc personne, finalement, les débats Zemmour-Onfray. C'est que Onfray a évolué dans sa ligne sur quelque chose d'assez proche de Zemmour et finalement, ils voyagent ensemble quand ils débattent. Et c'est quelque chose qui ne convainc personne. Parce que Ça dépend. Enfin, non, ça convainc personne. Mais non, ça convainc personne. ça séduit l'auditoire de Zemmour et ça fait bugger l'ancien auditoire d'Onfray. Et c'est là où c'est bizarre parce que c'est toujours que dans un sens. Tu vois, c'est Et toujours finalement, des élites de gauche intellectuelles qui passent à droite, qui sont du coup valorisées par l'audimat, enfin, l'auditoire de droite. alors, je ne sais pas Et s'il c'est est vraiment rarement passé des à gens droite. de. Bah, entre guillemets, non, mais voilà, selon le Oui, spectre, oui, mais maintenant on dit que c'est Doriot, on dit que c'est un facho, tout. Donc voilà, oui, de enfin, fait, c'est il est passé à Bernard-Henri droite. Lévy qui dit ça. Bah, il est contre le genre, il est contre pas mal de trucs, tu vois. Il est souverainiste. À partir de là, il est d'extrême droite, tu vois. Du point de vue Oui, du spectre, tu vois, on va dire oui, entre oui, guillemets, non, tu mais vois. je suis d'accord, mais en fait, Le code barre, il est fiché à droite. Donc voilà. finalement, est-ce qu'on Et pourrait pour moi, pas il est de dire que gauche. les débats En soi, Onfray-Zemmour sont contre-productifs? En soi, je tiens juste à souligner un truc, c'est pas totalement faux comme argument, sachant que c'est souvent sur ça que LFI est attaqué pour dire oui, soi-disant, c'est des rouges bruns, etc. On Exact. pointe du doigt leur côté souverainiste.
Voilà. Tu voulais Il y a dire une quelque chose, pente Raishan? et tu glisses toujours dans Ah, le même sens. Quoi. je pense que j'ai dit plusieurs fois, moi je suis vraiment pas forcément contre l'antagonisme, hein. Enfin, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, je pensais même que l'antagonisme, ça forçait enfin, à une époque justement où les gens étaient peut-être pas aussi crispés, l'antagonisme, des fois, ça obligeait à sortir des vérités qu'on n'aurait pas sorties du tout. Et justement, j'ai l'impression que maintenant, dès que t'es antagoniste, c'est ta gueule, t'es facho, gaucho, je sais pas quoi. Alors qu'avant, ça forçait les gens à s'exprimer parce qu'avant, sinon, ils sortaient des convenances, quoi. Oui, oui, exactement. Bah, c'est à peu près ce qu'on disait. S'il n'y a pas d'antagonisme, le débat ne convainc pas les spectateurs. Voilà, c'est tout. Ouais, ça... Les spectateurs externes. Est-ce que l'objectif, c'est de convaincre la personne avec qui tu parles ou de convaincre les personnes avec qui sont l'auditoire de la personne avec qui tu parles, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais que, dans un sens, les débats Zemmour-Onfray sont plutôt stériles et ne convainquent personne. on peut même comparer, enfin tu vois là je vais partir dans un délire un peu perso, mais quand j'ai vu Macron contre Le Pen, j'ai pas vu un débat antagoniste en réalité. Moi j'ai vu deux personnes qui avaient exactement les mêmes préoccupations, plus ou moins la même idée du bien et du mal, mais les deux devaient prouver à l'auditoire non, moi je fais mieux que toi, je suis plus égalitaire, plus gentil, plus libre, plus républicain que toi. C'est toi qui n'es pas républicain, tu n'es pas comme ça. Et les deux en fait se battaient non pas pour dire on n'est pas du tout d'accord sur qu'est-ce qui est bon pour la nation, c'est moi je vais le faire mieux que toi pour la nation. Je suis d'accord avec toi que le problème c'est le chômage, le problème c'est si ça, machin, mais moi je suis plus qualifié, mais meilleur que toi dans cette direction-là. Il n'y a même pas un débat d'idées en fait. Quand on Et parle c'est comme pour ça que le élections Front présidentielles. National a toujours convaincu que sur je vais devoir l'immigration. vous laisser. Contrairement aux États-Unis, où là c'est vraiment un débat d'idées entre la Pas de droite et la souci, gauche Pépé. là-bas. Bah, en tout cas, Vas-y, désolé. ça fait plaisir. Je crois qu'on a fini. De toute façon, là, on est sur la fin On de est débat. sur, on est sur la fin. Ok. Mais en On est tout cas, sur le off là. C'est très le off. bon très bon débat. En tout cas, très bonnes idées, très bonnes positions, très bons argumentaires. J'ai bien aimé. Il y a pas l'air d'avoir de connards pompeux qui aiment juste s'entendre parler ici, donc c'est cool. Ah, c'est Et normal, c'est parce que je parle pas. généralement. Ouais. Et voilà, donc à la prochaine, les gars. Allez, à Merci la à toi prochaine. d'être passé. Salut. Salut. Ciao. Salut. On fait un mot de la conclusion, peut-être? Ouais. Bah, la Merci. conclusion, c'est qu'il faut tout écouter. Voilà, parce qu'en fait, on ne pourra pas faire. Il n'y a pas de solution. Voilà. Bien, messieurs, merci de votre participation. C'était un moment agréable. J'ai été agréablement surpris de voir que je n'avais pas à être le gendarme du monde et faire de l'interventionnisme pour réguler le débat. Ça s'est écoulé tout seul. Pour les gens qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, ça veut dire que ça vous a plutôt intéressé. Donc je vous propose de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Et la section commentaires est là, bien sûr, ouverte à tous pour débattre, paisiblement ou pas. On verra bien comment ça se passe. Je vous rends l'antenne et puis on se revoit d'ici un mois.